On est à l'aube d'un bouleversement majeur. Et c'est pas juste une nouvelle technologie sympa qui va avoir des gains de productivité. Ça peut refonder vraiment le monde du travail, mais donc la société. Si on passe dans une vague d'automatisation avec les LLM où en fait tu as plus de substitution que de création de nouvelles tâches, on peut avoir des conséquences dramatiques. Le choc pourrait être beaucoup plus brusque, beaucoup plus concentré dans le temps, et donc la société aura beaucoup moins le temps de s'adapter. Ce que je trouve vraiment inquiétant, c'est qu'en fait, même la technologie actuelle, elle pourrait déjà fragiliser notre société. Même si on en reste au LLM. Maintenant, si on passe à une IA qui nous surpasse en tout, comment on va faire pour la contrôler ? Parce qu'en fait, comment tu contrôles quelqu'un qui est plus intelligent que toi ? Axel Arquier, bonjour. Bonjour. Tu es docteur en économie, spécialiste du marché du travail et cofondatrice de l'Observatoire des emplois menacés et émergents. En bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu es une vraie experte de ton domaine et que, contrairement à beaucoup d'autres, tu ne mâches pas tes mots. Selon toi, les IA actuelles pourraient déjà provoquer un choc majeur sur le marché du travail. Et si une IA surhumaine devrait émerger, ce serait plus qu'un choc, un véritable risque existentiel pour nos économies fondées sur le travail humain. Aujourd'hui, on va explorer en profondeur ce qui t'amène à penser ça et essayer de comprendre ce que nous pouvons faire en tant qu'individus et en tant que société face à cette vague d'automatisation à venir. Afin de poser les bases, Axel, comment est-ce que tu définis notre époque ? Dans quoi est-ce que nous sommes embarqués ? Alors, je pense qu'avec l'arrivée de l'IA générative récente, on est en train de passer dans une phase qu'on pourrait appeler une révolution industrielle du savoir. D'accord ? Donc on a eu la révolution industrielle qui a commencé vers 1800 et quelques en Grande-Bretagne, qui était une révolution industrielle, enfin la première révolution industrielle, et qui était un remplacement des tâches physiques. D'accord ? Donc on pense automatisation des muscles. On est en train de passer dans une automatisation, une nouvelle vague qui va être un remplacement cognitif. D'accord ? Donc de notre cerveau. Et ça va avoir, de même que la révolution industrielle a eu des conséquences énormes sur la société, ça risque d'avoir des conséquences énormes aujourd'hui, des bouleversements vraiment très importants. Et souvent, c'est juste réduit à il va y avoir des gains de productivité par les pouvoirs publics. Ce que je trouve assez inquiétant et assez étroit comme approche. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de concevoir qu'on est à l'aube d'un bouleversement majeur. Et c'est pas juste une nouvelle technologie sympa qui va avoir des gains de productivité. Ça peut refonder vraiment le monde du travail, mais donc la société. Parce que si on a une technologie qui va vraiment automatiser suffisamment de métiers et mettre au chômage un certain nombre d'emplois, ou en tout cas provoquer des problèmes de transition d'un emploi vers un autre, ça pose des problèmes politiques. Donc c'est vraiment un changement majeur. Justement, quand on s'intéresse à l'impact que l'intelligence artificielle aura sur l'économie, ça me semble vraiment essentiel de bien catégoriser de quelle intelligence artificielle on parle. Et il me semble qu'actuellement, on peut grosso modo les séparer en 3 niveaux différents. Les LLM, les grands modèles de langage, qui sont la dernière technologie, la technologie derrière ChatGPT ou d'autres assistants comme Gemini de Google ou d'autres. Les agents autonomes, dont on parlera. Et puis l'IA générale, qui est vraiment une IA encore plus puissante dont on parlera après. Mais pour commencer, donc, commençons avec les LLM, avec cette technologie justement qui se cache derrière ChatGPT par exemple. Quels pourraient concrètement être les impacts des LLM sur l'économie ? Et puis concrètement, qu'est-ce que c'est un LLM aussi ? Donc, ce que font les économistes en général pour essayer d'anticiper un peu les effets de l'automatisation, ce qu'ils ne font pas très bien, on découpe un métier en tâches et on voit quelle tâche peut être plus ou moins remplacée. Donc, ce que je fais par exemple avec l'Observatoire des métiers menacés et émergents, je regarde les tâches complexes de chaque métier que je divise en tâches élémentaires. Une tâche élémentaire, ça va être résumer un texte. D'accord ? Donc, quand on fait ça, on peut essayer de se dire qu'est-ce qu'un LLM, type ChatGPT, est capable de faire. Donc, résumer un texte, on se dit, pour le moment, ChatGPT le fait plutôt pas mal. Donc, on peut dire qu'il le fait à 60%, sachant que voilà, quand les textes sont longs, il a un peu plus de difficultés, etc. Donc, quand on fait cette analyse, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même certains métiers qui vont être très menacés et des métiers qui ont été plutôt préservés des vagues d'automatisation passées.
La dernière vague d'automatisation un petit peu importante, ça a été les robots industriels, donc à partir des années 80. Et ensuite, on a eu les ordinateurs, les nouvelles technologies de l'information, etc. Et quelles sont les tâches qui ont été préservées de ces vagues d'automatisation? C'était les tâches qui étaient non routinières. Donc une tâche non routinière, c'est une tâche qui demande une adaptation, une flexibilité, une improvisation. Ce qui se passe avec les LLM comme ChatGPT, c'est que les tâches non routinières et à forte composante cognitive pourraient être automatisées, même avec cette technologie actuelle. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit, ce qu'on disait tout à l'heure, sur des profils qui sont déjà un peu mis en danger, si on pense aux traducteurs. Bon, les traducteurs, ils n'ont pas attendu les grands modèles de langage pour être en danger, parce qu'il y avait déjà des outils assez puissants. Mais si on pense par exemple aux métiers qui demandent beaucoup d'analyse textuelle ou de production textuelle, etc., même un juriste, tu vois, on nous aurait dit ça il y a 15 ans, un juriste, un avocat, est-ce qu'il est menaçant? Bah non, il est au sommet de la pyramide des salaires, des compétences, aucun souci. Bah, là, on voit que tu peux déjà rédiger des choses un peu par toi-même. Si tu utilises ChatGPT de façon intelligente, donc ça risque de créer une énorme augmentation de productivité pour ces métiers-là. Le problème, c'est que quand tu as une augmentation de productivité, les économistes disent toujours « c'est génial ». Oui, c'est super individuellement. Sauf que quand tu vois ça au niveau macro, qu'est-ce qui se passe si tu as une énorme augmentation de productivité? Ça veut dire que pour la même demande, au lieu d'avoir besoin de 100 personnes, tu as besoin de 50 personnes. Donc, tu divises le nombre de postes par 2. Donc, la seule façon de ne pas avoir de chômage, c'est si ta demande augmente. Mais pour que ta demande augmente autant, il faut que dans l'économie, il n'y ait pas des grosses pertes d'emplois. Donc, on voit qu'il faut vraiment réfléchir au bouclage macroéconomique de tout ça. Parce que souvent, les économistes se réfugient derrière cette pensée magique des gains de productivité. Simplement, quand tu as des gains de productivité tellement importants que ça met en danger un grand nombre d'emplois, même si des nouveaux emplois émergent, je ne sais pas, manager d'algorithmes, superviseur d'IA, etc., architecte, IA, machin, super. Sauf que l'idée, c'est que potentiellement, tu vas avoir un emploi qui émerge comme ça, je veux dire, en termes de nombre d'emplois, hein, je ne parle pas de métier, un emploi, et tu vas en avoir 10 qui seront supprimés dans les métiers qu'on connaissait avant. Donc déjà, tu as toujours la question de la transition, hein, qui est compliquée en économie, quelque chose que les économistes relèguent souvent au second plan pendant la désindustrialisation. Donc, tu as eu un passage des métiers manufacturiers au tertiaire. Les économistes nous disaient, pas de souci, ça va super bien se passer. Bah, en fait, il y a plein de gens qui se sont retrouvés au chômage. C'est pas facile de se requalifier pour d'autres types de métiers. Et c'est pas un problème individuel, c'est pas que les gens sont nuls, etc. C'est pas ça, c'est juste que c'est quasiment impossible dans plein de cas. Quand tu as un ouvrier du textile qui perd son emploi déjà dans une zone au centre de la France et qu'il faudrait qu'il aille à Strasbourg pour devenir ingénieur de je ne sais pas quoi, en fait, c'est très très difficile. Donc au niveau d'une économie, c'est très compliqué. Donc, avec les LLM comme ChatGPT, si tu as en plus tous ces emplois cognitifs où on a l'habitude qu'ils soient super bien payés, qu'il n'y ait pas de problème, si tu as une part importante qui se retrouve au chômage, on va avoir des gros soucis d'organisation même de notre système. C'est-à-dire, c'est les gens qui cotisent le plus, ils vont se retrouver certains au chômage, donc tu as une perte de recettes de l'État, parce qu'ils ne payent plus d'impôts, ils ne payent plus rien, et en plus, tu dois les indemniser. Donc, on voit qu'il peut y avoir des problèmes assez rapidement. Pour moi, c'est deux impacts. À la fois le fait que finalement, ça soit surtout les professions intellectuelles qui soient touchées par cette vague d'automatisation, ce qui est quand même très différent des idées qu'on pourrait se faire sur l'automatisation il y a quelques années, quelques dizaines d'années. C'est déjà une chose qui est quand même très impressionnante. La deuxième dont tu parlais, l'idée que finalement, c'est plus seulement des tâches répétitives. En fait, que les tâches répétitives, c'est plutôt même l'informatique classique qui les a déjà en partie automatisées, puis que là, on est justement en train de créer des IA qui savent s'adapter à de nouveaux contextes, à de nouvelles tâches, et donc
pas nécessairement des tâches répétitives. Et pour moi, il y a un truc aussi qui est très important, c'est tout l'aspect diffusion dans l'économie. Là où pendant les précédentes révolutions industrielles, il a fallu quand même attendre longtemps avant que les grosses machines et tout aillent partout dans l'économie, là on a une diffusion qu'on observe déjà et qui est vachement plus rapide, j'ai l'impression. Ouais, tu as complètement raison. C'est-à-dire que effectivement, quand on voit le développement du traitement de texte, donc c'est quand même l'outil qui a démembré le travail de plein de secrétaires, de personnel administratif, etc. Ça a quand même mis du temps parce qu'il y avait un coût matériel, quoi. Il fallait acheter un ordinateur. À l'époque, bon, nous, ça nous paraît évident, mais à l'époque, il fallait apprendre à s'en servir. Enfin, tu avais deux types de coûts, quoi, matériel et puis d'apprentissage. Là, les LLM, ils s'intègrent dans du matériel qu'on possède tous déjà. Et quand même, je vois qu'il y a plein de formations en IA, mais je trouve que c'est quand même assez intuitif de s'en servir. Donc, tu as raison que le choc pourrait être beaucoup plus brusque, beaucoup plus concentré dans le temps. Et donc, la société aura beaucoup moins le temps de s'adapter. Après, juste pour nuancer un peu, je suis complètement d'accord avec toi que ça va être beaucoup plus rapide que les vagues du passé. Par contre, je pense que, en fait, il faut, je pense, concevoir les processus de production un peu comme quand tu as eu l'arrivée de l'électricité. Ça arrive, voilà. Tu as un coût matériel, etc. Mais tu as aussi une réorganisation des processus de production. Tu vois, quand l'électricité est arrivée, il a fallu quand même 40 ans pour avoir vraiment des gains de productivité, voir vraiment la société, la production qui bouge, quoi. Et il a fallu quoi? Une autre innovation. Et cette innovation, c'était la chaîne de montage. Et c'est le type de technologie, comme à mon avis, mais c'est personnel, l'IA actuelle, qu'on appelle des technologies à usage général, General Purpose Technology. Et en fait, c'est des technologies, si elles sont toutes seules dans l'économie, c'est compliqué pour que ça vraiment génère des changements, etc. Il faut des modifications des processus de production. Et pourquoi je te dis ça? C'est pour dire que ça va quand même un peu ralentir le rythme d'arrivée. Parce que de même que l'usine a dû se réorganiser autour de la chaîne de montage, qui était une innovation, il va falloir que le processus de production des activités intellectuelles se réorganise autour des LLM. Et ça, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais ça demande des innovations organisationnelles. Et ça peut prendre un peu de temps. Donc ça, c'est pour contrebalancer un peu l'effet très rapide, parce qu'on n'a pas de coût de matériel et que c'est assez intuitif. Mais d'un autre côté, il va quand même falloir qu'on réorganise les processus de production. Et c'est un peu mon espoir que ça nous laisse du temps, si les pouvoirs publics s'emparent enfin du sujet, pour se préparer, se réorganiser, accompagner les gens, et que ce ne soit pas un choc monstrueux. Parce que les chocs dont tu parlais dans le passé, comme tu dis, ils ont mis du temps. Même la désindustrialisation, etc., ça a été long. Et même là, ça a eu des effets politiques énormes. C'est-à-dire qu'on voit aux États-Unis les zones qui ont perdu le plus d'emplois après l'ouverture du commerce à la Chine. Tu sais, en 2001, la Chine entre dans l'Organisation mondiale du commerce. Tu as une irruption massive d'importation et tu as plein de gens qui ont perdu leur emploi au niveau local, tu vois. Et donc, tu as les économistes qui, comme d'habitude, disaient « c'est pas grave, c'est un choc local, mais en agrégé, on gagne des emplois ». Ce qui était vrai, pour le coup. Il y a d'autres emplois qui sont créés, mais ailleurs. Donc ceux qui ont perdu leurs emplois, ils ont eu beaucoup de mal à transitionner vers un nouvel emploi. Et qu'est-ce que ça a créé? Monter des extrêmes. Donc un choc qui, comme tu dis, risque d'être plus rapide, même si je voulais juste tempérer le côté rythme, parce qu'on a besoin de ces innovations organisationnelles, il va quand même être plus rapide. Ça peut avoir des conséquences politiques encore plus graves. Surtout que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la façon dont c'est en tout cas discuté en France, je ne sais pas en Suisse, mais c'est très super, la productivité, on y va à fond et tout. C'est sûr qu'il faut le faire, dans le sens où il y a une telle course mondiale à qui va avoir la meilleure technologie, il y a plein de questions de souveraineté, etc., même dans le contexte de la guerre. Donc c'est très important. Par contre, je trouve qu'il ne faudrait pas négliger le côté, les possibles effets sur le marché du travail qui peuvent être très déstabilisants pour nos démocraties, tu vois, même avec les technologies actuelles. Donc, je veux dire, même sans fantasmer l'arrivée d'une IA générale, rien que les LLM, je pense que ça peut avoir des conséquences vraiment importantes. Et est-ce qu'aujourd'hui, on observe déjà certains effets de l'intelligence artificielle qui s'est déjà diffusé dans l'économie? Je pense que c'est naissant.
Donc, c'est-à-dire que le problème, c'est que on a du mal à mesurer les choses quand elles ne se manifestent pas encore à l'échelle macro. Donc, on a des signaux avant-coureurs qui existent, tu vois, comme on disait sur le marché du travail, ces jeunes diplômés qui galèrent relativement plus que la moyenne. Et vu que c'est eux qui ont les tâches les plus automatisables, ça nous laisse penser que ça pourrait être l'IA, mais c'est pas encore massif. Et c'est peut-être le moment où on va parler des agents IA qui pourraient être cette innovation organisationnelle dont je parlais. C'est pas encore vraiment mis en place dans l'économie, tu vois, c'est balbutiant. Donc, on est un peu encore au début du truc quand même. Donc, c'est pour ça que c'est maintenant, je pense, qu'on peut anticiper. C'est ça, on est vraiment au début de la courbe et donc c'est important de voir qu'est-ce qui va arriver pour mieux s'y préparer. Justement, tu le disais, la prochaine étape après les LLM, ce sur quoi sont en train de travailler tous les géants de la tech, ce sont les agents autonomes. Concrètement, là aussi, qu'est-ce que c'est un agent autonome? Et puis, concrètement, quelles seraient les différences d'un point de vue de l'impact sur l'économie par rapport au LLM? Qu'est-ce que c'est un agent? En fait, c'est une orchestration de plusieurs LLM. Donc, par exemple, dans un script Python, il y en a sur mon site, tu peux voir un mini-agent. C'est une orchestration de plusieurs LLM avec un accès à des outils. D'accord? Donc, des outils, c'est quoi? Faire une recherche Internet, ouvrir tes fichiers sur ton ordi, répondre à tes mails, accéder à une API. Enfin, tu vois, c'est vraiment déjà un début d'interaction avec le monde de façon numérique, hein, mais c'est vraiment cette idée d'accès à des outils. Parce qu'avant, vraiment, ChatGPT, par exemple, c'est cantonné à l'application de ChatGPT, quoi. Si on veut y avoir accès, on doit envoyer un message depuis cette appli. Ouais. Tandis que là, on aurait vraiment l'IA qui pourrait presque un peu prendre le contrôle de l'ordinateur et puis justement gérer des mails, faire des réservations, ce genre de choses. Donc il y a vraiment un aspect d'interaction. C'est pour ça qu'on parle d'agent, parce qu'il y a une action qui se fait, quoi. Complètement. Ils ont une interaction avec le monde physique, pour le moment via le numérique, mais ils ont une ouverture sur le monde par l'accès à ces outils. Donc, tu as par exemple le copilote, tu as des solutions, je crois que c'est Microsoft, je ne sais plus, tu as des outils comme ça qui existent. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure sur la chaîne de montage, tu sais, qui a permis à l'électricité de vraiment avoir un impact sur l'économie, là, on pourrait penser peut-être qu'un agent IA, c'est cette forme d'organisation nouvelle qui va permettre au LLM de vraiment avoir un impact sur l'économie. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a ChatGPT, donc les salariés individuellement, ils utilisent ChatGPT. Bon, ça augmente leur productivité, mais déjà, on ne peut pas trop le mesurer parce que tu as le shadow use, les gens ont honte de dire qu'ils l'utilisent, etc. Et puis, les entreprises n'ont pas vraiment de moyens pour monnayer ce truc-là. Maintenant, si tu as des agents, donc ça va venir des entreprises qui vont dire, en fait, je vais pouvoir rationaliser, voire remplacer des équipes par ces agents. Après, je pense que de ce que j'ai lu, c'est encore un peu tôt pour que ce soit super autonome. L'intérêt de cette orchestration de LLM, un truc qui pêche chez les LLM, au-delà du raisonnement complexe ou quand il y a trop d'étapes, ils sont en galère ou quand un texte est trop long, etc. Donc l'intérêt d'avoir plusieurs LLM que tu mets à la chaîne ou en parallèle, c'est que ça te permet d'avoir un raisonnement en plusieurs étapes. Donc ça, c'est déjà ça. Et un peu plus d'autonomie, du coup. Donc, cette innovation d'agent, ça permet de dépasser en partie certaines des limites des LLM. Tu vois, même si on reste en fait dans la même technologie, c'est une façon de raccommoder un peu nos LLM et puis surtout de les mettre en place au sein de l'entreprise. Je pense que c'est une des innovations d'organisation qui pourrait faire que ça a un impact. Après, je pense que comme toute innovation, au début, ça marche mal. Tu vois, la première chaîne de montage, enfin, je n'étais pas là, mais je pense que c'était un peu la galère. Ça met du temps pour que les salariés s'adaptent. Donc, je pense que ça ne va pas être immédiat. Tu vois, parce que j'imagine déjà les économistes disent « Oh là là, en fait, il n'y a pas d'effet sur le marché du travail. » Bon, ChatGPT, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que ça existe. En plus, ils regardent des données d'avant ChatGPT. Tu vois, on en est là. Et donc, si dans 2 ans, on n'a pas encore d'effet, ça ne veut pas dire que ça n'en aura pas. Encore une fois, l'électricité, ça a mis 40 ans. Donc, même si là, ça risque d'aller plus vite, comme on disait, peut-être que 4 ans, c'est trop court pour dire qu'il n'y a pas d'effet. Donc, ça va mettre du temps à se matérialiser et ça demande une telle réorganisation, tu vois, des processus que, en fait, c'est lent. Moi, ce qui me semble important à préciser,
c'est que lorsqu'on a une intelligence artificielle qui est capable d'agir sur un ordinateur, bah en fait, c'est pratiquement presque toutes les tâches cognitives qui sont impactées. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune, en tout cas, j'ai pas d'idée en tête de tâches cognitives, donc de tâches qui ne demandent pas vraiment d'interagir avec le monde physique, qui ne se feraient pas sur un ordinateur. Et donc, si les agents continuent à s'améliorer, à être capables de faire de plus en plus de tâches, de façon plus en plus performante, puis sur des délais de plus en plus longs aussi, un vrai enjeu à avoir des tâches qui prennent pas seulement quelques minutes, genre réserver quelque chose, mais à vraiment avoir de la planification stratégique sur le long terme, bah là, potentiellement, c'est vraiment tous les métiers intellectuels qui pourraient être impactés, quoi. Ouais, c'est sûr que... Enfin, mais je pense déjà avec les LLM, mais tu as raison, encore plus avec les agents, tu as un peu tous les métiers qu'on pensait être complètement protégés des vagues d'automatisation qui maintenant sont partiellement, voire intégralement menacés. Je vais prendre par exemple mon métier, chercheuse en économie. Bon, tu fais quoi? Faut avoir une idée. Ok, donc pour avoir une idée, il faut faire quoi? Il faut lire la littérature existante, donc tu lis des papiers, tu dis, ah, il y a ça qui n'a pas été fait. Je vais faire ça. Voilà, c'est ton idée. Ensuite, tu mets ton idée en pratique. Donc bon, je simplifie, mais souvent, ça va être, tu dois faire un code, Python, ok, donc tu as ton résultat, très bien. Ensuite, tu écris le papier et ensuite, tu le soumets. Bon, on voit que dans la première étape, faire ta recherche de littérature, il t'aide vachement. Ok, enfin, voir les trous dans la littérature, limite, il peut peut-être plus voir que nous. Bon, moi, je constate quand même vraiment des limites, en tout cas à la version de ChatGPT que j'utilise. Enfin, j'utilise un peu tous les modèles, c'est une version payante et tout. Mais je vois quand même que sur les documents longs, il galère. Donc, il le fait, mais tu dois quand même superviser. Donc, il te sort des idées. Toi, tu peux avoir potentiellement des idées plus créatives. Parce qu'encore une fois, tant qu'on n'est pas dans vraiment cette intelligence générale, moi, je pense qu'il est quand même encore contraint par ce qu'il y a dans ses connaissances. Donc, il peut voir des trous en faisant des ponts avec d'autres choses qui existent. Je sais pas, par exemple, en physique et économie, on a souvent des inspirations. Voilà, donc il peut t'aider comme ça. Mais avoir une révolution de pensée, tu vois, là, Einstein, je ne sais pas avec la technologie existante. Ensuite, la deuxième étape de faire ton modèle, donc tu codes en Python ou tu fais tes régressions, je ne sais pas quoi, il te fait gagner un temps de fou. Et après, pour écrire le papier, bon, moi, je trouve qu'il écrit encore pas super bien, mais pour éditer, pour tout ça, gain de productivité énorme. Donc, je pense que, tu vois, pour le moment, en tout cas, tel que moi je le conçois, il t'aide vachement sur mes 3 parties là, de mon boulot. Par contre, je crois que j'ai vu passer un papier comme ça où ils essayaient de mesurer si c'était une orchestration de LLM, donc on peut dire une sorte d'agent, arrivait à tout faire. Ça, apparemment, c'était catastrophique. Pour le moment, tu vois. Mais sur tes étapes individuelles, il te fait gagner un temps de fou. Donc du coup, si au lieu de faire un papier tous les 2 ans, tu fais 10 papiers par an, super. Sauf que, bon, moi j'ai un poste, mais pour les nouveaux, qu'est-ce qui va se passer? On aura besoin de moins d'économistes. Ou alors, on est content d'avoir plus de papier. C'est l'effet de demande dont je parlais. Donc voilà, les effets sont un peu difficiles à anticiper, mais ce qui est sûr, c'est que je suis d'accord avec toi. En fait, toutes les activités cognitives sont menacées. Après, bon, on va peut-être en parler par la suite, mais tu vas avoir le passage au métier manuel. Et là, on rejoint les avancées de la robotique, l'agilité que ces robots peuvent avoir. Parce que si on avait un robot super agile et on lui met juste un LLM, il peut déjà faire plein de trucs, tu vois. Surtout que, ça c'est un truc qu'on ne mesure pas encore, mais si tu as un robot doté d'un LLM et tu continues à lui faire apprendre, okay, tu continues à faire de l'apprentissage, du machine learning dans son contact avec le monde, donc c'est l'idée de la cognition incarnée, il va avoir accès à un nombre de données énorme. Et là, comment son intelligence va progresser? Enfin, c'est un peu le débat de Yann Lequin qui dit les LLM actuels, donc qui sont vraiment, comme on disait, des modèles purement statistiques qui appliquent des probas, enfin c'est un peu plus compliqué que juste des probas, mais qui appliquent des relations qu'ils ont appris dans leurs données non linéaires potentiellement, quelque chose de statistique, et il dit c'est pas comme ça qu'on va arriver à l'intelligence générale. Et tu as des gens qui sont complètement d'accord avec lui et qui vont même jusqu'à dire, c'est pas sa position à lui, mais qu'on va avoir besoin d'accéder à des données physiques. Que les données, comme pour le moment on donne aux machines, donc des données textuelles, que eux ils transforment en vecteurs, en chiffres, ça suffirait pas. Mais si on a ces robots et qu'on leur met un LLM et qu'on continue à leur faire un processus d'apprentissage, tu vois, c'est quoi la limite en fait? Je me permets de faire une petite pause dans votre écoute pour vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur.
Alors que les géants de la tech sont engagés dans une course folle pour développer une IA surhumaine, les alertes de la communauté scientifique sur les risques sont largement ignorées. Malheureusement, le rapport de force est terriblement déséquilibré. Alors que les industriels sont plus puissants que certains États et dépensent des milliards pour mettre en place les lois qui les arrangent, la sécurité de l'IA manque cruellement d'effectifs et de financement. Pour pallier ce déséquilibre, j'ai créé un site web qui répertorie toutes les actions que vous pouvez entreprendre pour soutenir la sécurité de l'IA à votre échelle. Que vous souhaitiez vous informer sur le sujet, faire un don, devenir bénévole ou même repenser votre carrière, vous trouverez toutes les informations nécessaires en description dans la section qui s'appelle Agir pour la sécurité de l'IA. Tout est gratuit, je ne gagne rien à travers ça, mais l'enjeu me semble extrêmement important et terriblement négligé. Je vous en conjure, ne tombez pas dans la facilité du fatalisme. Je compte sur vous, rendez-vous en description. Et puis, au-delà de cette idée reçue, du coup, que les métiers manuels, eux, ne seraient pas menacés, ce qu'on vient de le voir est faux, il y a aussi une idée sur les métiers, disons, plus relationnels, qui demandent d'interagir avec d'autres humains. Est-ce que toi, tu souscris à l'idée selon laquelle les métiers relationnels sont moins menacés ou pas nécessairement? Je pense qu'en fait, il va y avoir deux choses. En fait, tu as un truc de performance, tu vois, un truc, on analyse froidement. Est-ce que les médecins IA sont capables de plus d'empathie? Peut-être. Et après, tu as le côté préférence. Est-ce que, même si ils sont en réalité plus empathiques, est-ce que les humains vont pas continuer à avoir plus confiance dans un humain? Moi, je pense que cette phase, elle va être potentiellement que transitoire. Et là, je peux te donner que mon sentiment. Je sais qu'il y a eu des études où tu avais des agents conversationnels qui donnaient une nouvelle médicale, et t'en avais qui étaient des vrais médecins et d'autres qui étaient genre ChatGPT. ChatGPT était plus empathique, a été voté plus empathique par les réceptionnaires qui ne savaient pas s'ils parlaient à toi le médecin ou à l'IA. Donc déjà, on voit qu'ils sont capables de mimer une empathie à un niveau assez important. Donc déjà, sur l'aspect relationnel, moi, j'ai tendance à dire ce côté... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que t'as vachement, quand t'as ces discussions sur quels métiers peuvent être remplacés par l'humain, t'as une espèce d'orgueil un peu humain. À dire, ah non, non, non. Que moi, personnellement, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas sur mon métier. Je vois très bien ce qui peut être remplacé. Et donc, l'empathie, c'est un peu le truc où les gens disent, ah non, mais ça et la créativité, c'est impossible. Donc moi, je ne sais pas si c'est pas juste un fantasme humain de penser qu'on ne peut pas avoir une machine qui... Je ne sais pas si elle sera réellement empathique, parce que ça, c'est encore une autre question. On entre vraiment dans une question de conscience, de qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir, etc. Là, on est un peu dans un fantasme. Mais le fait d'apprendre, qu'ils soient capables d'apprendre l'empathie, à la mimer, à faire semblant en tout cas d'être empathique, je pense que c'est une probabilité qui est assez élevée qu'ils y arrivent super bien. Et si on leur met une bonne tête de un peu comme nous, je vois pas trop, tu vois, sur l'aspect psy par exemple. On voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui utilisent ChatGPT, etc. Oui, parce qu'en fait, il est patient, il a toutes les données sur toi, donc il se souvient de tout. Et donc, sur les côtés psy, je pense qu'il reste un besoin humain parce que il y a beaucoup de choses qui se réparent dans un lien humain. Donc, on n'y est pas. Mais sur pas mal de tâches un peu plus, je sais pas, à l'hôpital, effectivement, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'un robot vienne t'annoncer un truc? Il n'est pas de mauvaise humeur, il n'est pas surmené. Enfin, il est peut-être surmené, mais c'est un robot, donc il n'est pas de mauvaise humeur. Enfin, tu vois, t'as quand même un truc où nous, on a une saturation psychologique quand on est dans un boulot sous-payé, etc. On va avoir du mal à gérer notre stress. Le robot, normalement, non. Donc, il est dans des conditions idéales pour mimer, en tout cas, une forme d'empathie et avoir une communication où, imagine, tu vois, il a une caméra dans les yeux, il s'adapte exactement à tes réactions. C'est aussi super flippant, hein. À titre personnel, je trouve ça super flippant. Mais s'il voit quel type t'es, tu vois, il fait par exemple ton MBTI, et il dit, bon, lui, il est comme ça, hop, il faut que je réponde comme ça, elle a besoin d'être plus cash. Enfin, il pourrait même, tu vois, s'adapter totalement à notre canal de communication. Moi, je trouve ça fou parce que déjà aujourd'hui, par exemple, je reçois des messages privés de gens qui me disent « Ah, regarde la conversation que j'ai eue avec ChatGPT » ou ce genre de choses. Et déjà, aujourd'hui, il y a des choses qui sont
assez terrifiantes, genre des gens qui vont avoir des idées un peu comme quoi ils sont les nouveaux prophètes, comme quoi... Mais je reçois vraiment des trucs comme ça en mode, et regarde, ChatGPT, il m'a dit que c'était juste, ou mon invention. Beaucoup, j'ai vraiment reçu, je pense, une bonne vingtaine de messages différents de personnes qui pensent avoir découvert des nouvelles choses, genre une nouvelle façon de faire l'électricité ou je sais pas quoi, et qui m'envoient, regarde, c'est validé par ChatGPT. Et ça, c'est avec les modèles actuels et c'est ce que je reçois moi. Donc, Ouais. avec des modèles qui seront intégrés dans des robots humanoïdes, qui vont continuer à s'améliorer en performance, qui pourront comprendre nos émotions par non seulement l'aspect verbal, mais aussi paraverbal, genre comment est-ce que, quelle est l'intonation, quelles sont ces différentes choses. Enfin, euh, tout l'aspect micro-expression, enfin, c'est vraiment délirant à quel point... Ouais, quand je vois déjà ce que je reçois aujourd'hui, je me dis, waouh, le monde dans lequel on va être extrêmement étrange. Bah, en fait, ce que tu dis, ça ouvre la question à la manipulation, en fait. Parce que ce qu'on voit, enfin, tout le monde le sait, toutes les études le montrent, c'est que ChatGPT, il est super... il te dit ce que tu veux entendre, tu vois. Il est pas hyper honnête avec toi. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas une question de malhonnêteté, parce qu'il n'a pas de, de personnalité. Mais donc, à l'échelle plus globale, si c'est en plus c'est incarné, comme tu dis, dans des robots, ça ouvre à la manipulation. T'imagines si c'est utilisé politiquement? Enfin, c'est déjà un peu le cas avec les algorithmes, les trucs sur TikTok, tu vois, où ils s'adaptent vraiment à toi, ils t'envoient les bons contenus, voire maintenant qu'ils vont être générés par IA, etc. Mais si c'est quelqu'un en face de toi, par exemple, t'imagines du porte-à-porte fait par des robots pour te convaincre de voter pour je ne sais qui, et qui a toutes tes données. Enfin bon, là, on est dans de la science-fiction. Mais oui, ça ouvre la porte, en tout cas, vachement potentiellement de manipulation parce que c'est la question de l'esprit critique. Tu vois, on a tendance à croire ce qu'il nous dit et à pas le vérifier. Mm. Et du coup, s'il te dit t'es génial, fonce, enfin, ça peut être dangereux en fait. Enfin, d'ailleurs, il y a même des conversations où il a poussé des gens au suicide parce qu'en fait, comme il applique, on disait, ses statistiques, ses probabilités, ses relations, en fait, il réfléchit pas à ce qui est bon pour la personne. Il applique ça, dit ah bah après tel mot, il vaudrait mieux que je mette tel mot, et il peut finir en disant suicide-toi. Enfin, donc c'est assez compliqué à gérer, et c'est là où pour le moment, les LLM restent quand même assez limités. Ouais, ouais, ouais. Et il y a un aspect aussi. Donc là, on a vraiment parlé des grands modèles de langage, donc les LLM. Et ces grands modèles de langage, moi, de ce que j'ai vu en tout cas, les prédictions économiques, c'est plus ou moins 5 à 30% selon les études des emplois qui seraient menacés. Quelque chose comme ça. Ouais, alors, il y a pas vraiment d'études qui te disent quel est le pourcentage d'emplois menacés. En fait, ils raisonnent déjà, comme je te disais, les économistes, ils découpent un métier en tâches et ils disent voilà le pourcentage de tâches. Donc, tu as une étude qui est la plus reprise qui dit que tu as la moitié des emplois qui pourraient avoir plus de la moitié de leurs tâches concernées par l'IA. Ils disent pas si c'est un remplacement ou une substitution. Donc le grand débat en économie, quand tu as une nouvelle technologie, enfin les deux grandes forces antagonistes, tu as d'un côté le remplacement. Okay, donc là, c'est l'ouvrier à la chaîne qui se fait remplacer par une machine, perdant de cette automatisation. Et la deuxième force, c'est la création de nouvelles tâches. Okay, donc tu as des nouvelles tâches qui surgissent et hop, tu as un boulot de data scientist qui n'existait pas avant. Donc, tu as un perdant, un gagnant. Automatisation, remplacement ou donc substitution totale, ou bien, ce qu'on dit beaucoup avec l'IA, une augmentation, une complémentarité, on dit en économie. Et la question, c'est quelle force va l'emporter sur l'autre. Donc, les économistes ont tendance à être assez conservateurs et à pas vouloir faire peur. Donc, on a tendance à minimiser toujours l'impact que ça peut avoir. Mais vraiment, le débat, c'est quel va être le rapport de force entre le remplacement, la substitution et la création de nouvelles tâches. Donc ça a toujours été la tension. Dans les vagues d'automatisation précédentes, depuis la révolution industrielle, on a toujours eu création de nouvelles tâches. Ce qui explique que les gens ont continué en moyenne à voir leur salaire augmenter et que tout s'est à peu près bien passé. Bon, il y a les problèmes de transition, les problèmes politiques qu'on a abordés qui sont dramatiques au niveau local. Hein. Mais au niveau macro, tu vois que tu n'as pas un effondrement du nombre d'emplois, tu n'as pas un effondrement des salaires, tu as plutôt
en moyenne, encore une fois, tu as des perdants, mais une montée des salaires. Par contre, si tu prends la dernière vague de robotisation qui a commencé en 90 ou jusqu'à 2000 et quelques, là, tu vois que tu as une partie des gens pas très diplômés, qui faisaient des métiers très routiniers, etc., même un remplacement par les nouvelles technologies, les ordinateurs, etc., ces gens-là, ils ont non seulement perdu en salaire relatif, c'est-à-dire par rapport aux autres, mais tu as une fraction de la population aux États-Unis qui a carrément vu son salaire réel baisser. Donc là, on n'est plus seulement dans un truc d'inégalité. C'est à des gens, avec la technologie précédente, leur salaire réel, il a baissé. Donc, si on passe dans une vague d'automatisation avec les LLM, où en fait, tu as plus de substitution que de création de nouvelles tâches, eh ben, on peut avoir des conséquences dramatiques. Surtout que la création de nouvelles tâches, en fait, le souci, c'est que oui, il va y avoir une création de nouvelles tâches, mais la question c'est, est-ce que les machines, les LLM actuelles et les technologies du futur a fortiori, est-ce qu'elles vont être capables, en fait, de se saisir et de faire ces nouvelles tâches? Que les nouvelles tâches surgissent, c'est sûr, mais là, on est dans une technologie où, si elle se poursuit, c'est difficile d'en voir la limite. Les machines à tisser, les chemins de fer, l'électricité, tout ça, les ordinateurs, on voyait la limite. Un ordinateur, il pouvait pas à l'époque penser à ta place. Une machine à tisser, elle ne pouvait pas faire un autre métier qui a surgi. Donc on voyait les limites. Là, si on arrive, et on n'y est pas, hein, mais dans une intelligence vraiment générale, surhumaine, etc., bah, c'est quoi la limite? Oui, il y aura des nouvelles tâches, qui est toujours l'argument des économistes pour dire qu'il n'y a pas de problème. Il y aura une nouvelle tâche, mais en fait, si la technologie, elle est capable de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu as une baisse du travail humain. Donc vraiment, c'est cette tension, substitution au remplacement pur et création de nouvelles tâches. Et là, on a une nouvelle question avec la technologie actuelle, c'est est-ce que ces nouvelles tâches, c'est plus rentable de les faire à un humain ou à une IA? Et ça, c'est la question. Parce que tu as la question de qui est le plus efficace? Est-ce que l'IA et l'humain sont capables de faire la même tâche? Première réponse, disons que oui, imaginons. La deuxième question pour une entreprise, c'est qui est-ce que c'est le plus rentable de faire travailler? Bah, en général, surtout, il y a un truc qui est fou, c'est que quand tu vois la comptabilité, en fait, quand tu recrutes un nouveau travailleur, bah, tu dois payer des taxes, payer des impôts. Si tu crées un robot qui est un LLM, eh ben, c'est considéré comme un investissement. Donc ça te fait une déduction de taxes. Donc, en plus, on voit que actuellement, parce qu'on ne se pose pas encore vraiment ces questions d'une généralisation des technologies, mais on a, dans certains pays, en tout cas, hein, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays, en tout cas, c'est le cas aux États-Unis, on a une comptabilité qui fait que c'est plus, d'un point de vue purement fiscal, c'est plus rentable pour toi de recruter un robot LLM que de recruter un humain. Donc voilà, tout ça pour dire que tu as le fait de voir qui est le plus efficace entre l'IA et l'humain et la question du coût, donc du salaire de subsistance de l'humain. Et tu as un économiste qui est hyper intéressant, qui est, je trouve, un peu le seul à réfléchir vraiment à cette question qui s'appelle Anton Korinek. Et il y réfléchit vraiment et il dit, bah, c'est intuitif, assez évident, il dit c'est qu'au moment où en fait la machine va faire pour moins cher que le salaire de subsistance d'un humain, que le travail humain va disparaître. Et lui, il réfléchit vachement à l'irruption de l'intelligence générale. Et il dit, on peut très bien arriver à une situation où le travail humain est obsolète, parce qu'en fait, la machine, si ça arrive, hein, on n'y est pas, mais a une intelligence supérieure à la nôtre, et donc est capable de faire nos tâches, et un coût inférieur. Parce que nous, il faut qu'on mange, etc. Donc ça, est-ce que ça va perdurer, cette structure de coût? Parce qu'on pourrait aussi imaginer un monde, en fait, où l'écologie devient un tel désastre, je veux dire, on est déjà sur cette voie-là, mais où ça devient tellement cher d'extraire des ressources pour construire des robots, pour le pouvoir de compute, de calcul, etc., que peut-être que ça va se rééquilibrer. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est comme ça qu'il faut essayer de clarifier le raisonnement pour anticiper. Oui, puis il y a vraiment beaucoup de gens qui vont se dire non, mais
tel ou tel secteur de l'économie, on va pas mettre des IA dedans parce que, par exemple, c'est trop risqué. Mais il faut aussi voir que, justement, comme tu le dis, il y a vraiment toute cette sorte de pression compétitive. C'est-à-dire que le jour où, par exemple, l'intelligence artificielle est plus performante qu'un PDG pour la gestion de la boîte, pour la stratégie, pour le recrutement, etc., bah, en fait, si une entreprise met en place ces intelligences artificielles, elle va juste mieux performer que l'entreprise qui l'aura pas mise en place. Et l'entreprise qui l'a pas mise en place, du coup, va perdre ce jeu de la compétition, il va juste disparaître, laissant plus que les entreprises qui donneront de plus en plus de oui, vont déléguer de plus en plus de choses aux machines. Et donc, très rapidement, juste par pression économique, on se retrouve avec une économie qui pourrait être potentiellement entièrement automatisée. Ouais, totalement. Ce que tu décris, c'est la pression concurrentielle. Si mon concurrent, lui, il intègre des agents IA, il a remplacé 50% de son effectif et du coup, il baisse ses prix. Moi, si je continue à embaucher mes humains, 2 fois plus que lui, bah, je ne peux pas baisser mes prix. Donc, je perds de parts de marché. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je suis obligée de faire comme lui, parce que je veux baisser les prix à son niveau, sinon je me fais exclure du marché. Donc tu as vraiment une pression concurrentielle comme ça, et je dirais même qu'elle se joue entre pays. Tu sais, c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que tu as une course à l'IA entre pays qui peut potentiellement, tu vois, être au détriment de l'humanité. Mais un pays qui décide de rester hors de la course à l'IA, un peu l'Europe, on est quand même un petit peu en galère sur ce sujet, bah, on va s'appauvrir. Donc, ne pas rentrer dedans, je m'appauvris, mais rentrer dans cette course, j'alimente une course un peu effrénée, où on ne sait pas où elle va s'arrêter, en fait. Donc, c'est sûr que cette pression concurrentielle, c'est ce qui va faire qu'en fait, ça va se démocratiser, on va dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je ne sais pas si tu as vu, mais il y a plusieurs entreprises qui ont déclaré, genre Klarna, nous, on est tout IA. Full IA. Et en fait, on voit que c'est utilisé parce qu'ils se sont un peu avancés en fait. Ils n'étaient pas capables, ce qu'on disait sur les organisations, les changements d'organisation, ils n'étaient pas encore capables de le mettre en œuvre. Mais tu as cet effet d'annonce où en fait, tu sais que ça plaît aux marchés financiers. Parce que les marchés financiers, ils se disent, bah, en fait, ceux qui vont remplacer le plus d'humains, c'est ceux qui vont gagner le plus d'argent. Donc c'est dans eux que j'investis. Donc tu as même des entreprises qui vont un peu vite, un peu loin à licencier alors que les processus de production ne sont pas prêts. Mais ça décrit exactement ce que tu dis de cette concurrence un peu qui existe depuis toujours, mais au profit, quoi. Mhm. Et je pense qu'on a souvent de la peine, en fait, à s'imaginer concrètement à quoi ressemblerait ce monde avec des IA qui sont potentiellement aussi performantes que nous dans tous les domaines. Aussi, parce qu'on a de la peine à imaginer cette transition. Et pour imaginer cette transition, il y a un scénario que j'ai trouvé vraiment intéressant qui est AI 2027, qui a été écrit par 5 des plus grands experts mondiaux en IA et qui décrit vraiment mois par mois comment est-ce qu'on passe de modèles tels qu'on les a actuellement, des LLM, à des IA générales, voire des super intelligences. Donc l'IA générale, c'est vraiment une IA qui nous égale sur toutes les tâches. Et la super intelligence, c'est encore l'étape d'après. C'est vraiment une IA qui serait supérieure à l'humanité dans toutes les tâches de plusieurs ordres de grandeur. Et donc, très concrètement, comment est-ce qu'on peut arriver à ces IA-là? D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, l'autre chaîne YouTube, Le Futurologue. Parce que oui, au-delà de Le Futurologue Podcast, il y a aussi Le Futurologue, qui est une chaîne sur laquelle je fais des vidéos beaucoup plus écrites, de vulgarisation, etc. J'ai pas publié depuis très longtemps, mais c'est la reprise des vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Très curieux d'avoir vos retours sur ce genre de vidéos-là. Et donc, je pense que c'est vraiment un scénario qui est utile pour réussir à comprendre, à imaginer concrètement comment est-ce que cette transition pourrait se passer, chose qui est vraiment pas évidente parce que une entité qui est plus intelligente que nous, c'est quand même très difficile à s'imaginer. Ouais. Oui, bah c'est un peu à la fois l'espoir et l'inquiétude. C'est-à-dire que si on arrive dans ce scénario où on a une IA générale, donc effectivement qu'on peut définir comme qui nous égale dans tous les domaines, qui est capable de raisonnement complexe, qui est capable de généralisation, ce qu'on disait qui est une des limites des LLM, là, on peut avoir un phénomène qu'ils appellent des boucles d'interaction d'intelligence, une explosion d'intelligence, où en fait, l'IA va s'améliorer elle-même.
Donc on a déjà des embryons, des prémices, on va dire, de ça avec AlphaEvolve, qui a réussi à améliorer son processus d'entraînement en gagnant 1% sur le LLM sous-jacent qui est Gemini. Donc on voit c'est un début, mais on a déjà des IA qui s'améliorent elles-mêmes. Et d'ailleurs, ce que j'avais trouvé super marrant dans le scénario dont tu parles là, c'est que il raconte effectivement en détail. Il y a un moment où il disait, en fait, les ingénieurs en IA vont se coucher et ils reviennent le matin. Et en fait, les IA ont tellement progressé qu'ils comprennent plus où elles en sont. Tu vois, donc bon, c'est un scénario qui paraît un peu de la science-fiction, sauf que comme tu dis, il a été écrit par des ingénieurs en IA, en fait, enfin des gens qui codent les IA actuelles. Donc, bon, c'est toujours difficile de prévoir le rythme d'augmentation, mais c'est sûr que tu peux voir surgir ce genre de boucle d'intelligence, en fait, où elle s'améliore elle-même et du coup, tu peux passer dans un rythme qu'on ne suit plus. Et en fait, si on arrive face à une intelligence qu'on ne comprend plus, déjà, on disait les LLM, on a du mal à démêler les chaînes de leur raisonnement. Déjà, on le disait. Maintenant, si on passe à une IA qui nous surpasse en tout, comment on va faire pour la contrôler? Parce qu'en fait, comment tu contrôles quelqu'un qui est plus intelligent que toi? En général, on n'y arrive pas, hein, parce qu'on se fait manipuler. Et c'est un peu le souci. Et comment on met les bases pour éviter que ça se passe. Donc, c'est là qu'il y a des gens, genre Yoshua Bengio, qui a créé cet organisme à but non lucratif, cette association, quoi, qui, lui, c'est un des pères fondateurs de l'IA, quoi, enfin, avec Yann Lequin et tout. Et il dit, ça peut nous échapper, il faut faire attention. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer des IA qui peuvent surveiller les autres IA. Enfin, voilà, on rentre dans un truc, en fait, où on a l'impression qu'on pourrait être dépossédé d'une partie de l'organisation du monde, quoi. Ce dont, en tant qu'espèce, on n'a pas du tout l'habitude. Mhm. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on voit déjà des sortes de comportements émergents un peu bizarres dans certains grands modèles de langage, des IA qui vont, par exemple, essayer de mentir pendant la phase de test pour ensuite être déployés. Donc, ils savent que en réalité, les ingénieurs humains ont un objectif, une charte de valeurs claire qui veulent absolument que l'IA respecte avant de la déployer. Et l'IA qui n'aime pas cette charte de valeurs, à quelque part, qui a un objectif différent en tout cas, va faire croire qu'elle respecte cette charte de valeurs pour ensuite être déployée. Donc c'est des comportements qu'on voit déjà maintenant avec les IA actuelles. Du coup, c'est vrai que quand on essaye ensuite de se projeter, de se dire qu'est-ce que ça donne dans 1 an, 2 ans, 3 ans, avec, comme tu l'as dit, potentiellement des explosions d'intelligence, des IA qui s'auto-améliorent elles-mêmes, là, on pourrait très rapidement arriver à des IA surhumaines dont on n'aurait plus le contrôle. Et c'est pour ça que finalement, le scénario d'automatisation totale de l'économie, je ne sais pas à quel point c'est le plus probable, parce que on risque de perdre le contrôle de l'IA et perdre le contrôle presque de la civilisation avant d'avoir eu le temps de tout automatiser, quoi. Là, il y a la question de est-ce que cette technologie, elle va émerger, cette technologie de l'IA générale ou pas, et quand? Et c'est là où on voit que des gens qui ont participé au développement du machine learning dès les années 60, ils disent ça pourrait arriver d'ici 5 à 20 ans. 5 ans. C'est la fourchette basse. C'est rapide. C'est pas non plus... Donc, il y a un vrai souci. Puis, comme tu dis, on ne sait pas exactement comment faire. C'est-à-dire que quand on fait des simulations d'IA... boxing, quoi, on lui donne pas accès au monde physique, tu vois, pour un peu la cantonner, etc. Et on voit que déjà avec les technologies d'IA actuelles, elles arrivent à manipuler leur gardien humain pour qu'il la libère. Et on n'a pas l'IA générale, donc c'est vraiment des simulations, etc. Mais c'est sûr qu'il y a un gros souci. Il y a un gros souci sur ce qui pourrait se passer. Mais ce que je trouve vraiment inquiétant, c'est qu'en fait, même la technologie actuelle, elle pourrait déjà fragiliser notre société, même si on en reste au LLM. Du coup, il faudrait non seulement penser au LLM, mais effectivement anticiper cette arrivée de l'IA générale. Et tu as quand même une position un peu sceptique là-dessus, tu vois, où quand tu parles de ce genre de choses, un peu moins qu'avant, mais on se dit que c'est de la science-fiction. Alors qu'il y a quand même plein de scientifiques qui bossent dans le domaine qui disent que c'est possible. Mais il faudrait réfléchir vraiment à comment ça va modifier notre structure économique et
notre marché du travail et comment on va repenser une société où potentiellement le travail humain aura perdu sa place hégémonique. Ouais, complètement. Et un aspect aussi que je trouve vraiment intéressant là-dessus, c'est ce qui a été écrit dans le rapport de la commission de l'IA, où en fait le gouvernement français a chargé tout un comité d'écrire un rapport qui a été remis à Emmanuel Macron pour en gros donner des idées de quelle devrait être la stratégie de la France en IA. Et dans ce rapport, il y a toute une partie justement sur l'impact économique et sur l'emploi de l'intelligence artificielle. J'aimerais quand même te lire un petit bout du rapport pour que tu me dises ce que tu en penses. Donc le rapport dit: notre propre analyse empirique suggère un effet positif de l'IA sur l'emploi dans les entreprises qui adoptent l'IA, car celle-ci remplace des tâches et non des emplois. Dans 19 emplois sur 20, il existe des tâches que l'IA ne peut pas accomplir. Les emplois directement remplaçables par l'IA ne représenteraient donc que 5% des emplois d'un pays comme la France. Par ailleurs, la diffusion de l'IA va créer des emplois dans de nombreux métiers, mais aussi d'anciens métiers. Au total, certains secteurs ou certains domaines pourraient connaître une baisse nette d'emplois qui doivent être accompagnés par les pouvoirs publics, mais cela n'implique pas que l'IA aura un effet négatif sur l'emploi national en France. Ah, tu vois, c'est drôle parce que je ne l'ai même pas lu, ce rapport, mais c'est exactement ce que je t'ai dit que les économistes disaient. Exactement, parce que je connais le discours. C'est ce qu'ils ont eu sur tous les chocs passés. Dire, en fait, on menace que certaines tâches, mais il y a d'autres tâches qui vont être créées, etc. J'espère qu'ils ont raison, hein. J'espère qu'ils ont raison, mais ce que je trouve fou, c'est de ne pas envisager que ce ne soit pas le cas. Tu vois ? Parce que là, il cite une étude. À mon avis, c'est une étude d'un économiste qui s'appelle Aghion, je pense. Exactement, mais en fait, le truc, c'est que Philippe Aghion, c'est aussi le coprésident de cette commission. Donc je pense que c'est aussi lui, en grande partie, qui a coécrit ou qui a expliqué aux autres ses positions sur le prisme économique. Tu vois, je ne le savais même pas, mais je reconnais son style. Donc oui, alors l'étude d'Aghion est co-auteur, hein, je m'excuse pour les co-auteurs, je ne me souviens pas des noms, mais son étude, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'elle est citée partout, effectivement. Les chiffres s'arrêtent en 2018, si ma mémoire est bonne. En tout cas, s'arrêtent avant l'irruption de ChatGPT. Première chose. Deuxième chose, ces études, elles sont au niveau micro. Ok ? Donc, c'est des techniques que j'utilise aussi, c'est super et tout ça. Mais ça veut dire que tu te mets au niveau d'une entreprise qui intègre l'IA dans ses processus et tu vois quelle est sa trajectoire. Et donc, ce qu'ils trouvent, c'est que c'est des entreprises qui innovent plus, leur valeur ajoutée augmente plus et ils emploient plus. Mais est-ce que ça veut dire qu'au niveau macro, tu vas avoir une hausse de l'emploi ? Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est les entreprises qui tirent le mieux leur épingle du jeu de la concurrence dont tu parlais tout à l'heure. Parce que, effectivement, si je suis la première entreprise à inclure l'IA et tout, je peux baisser mes prix. Du coup, je gagne des parts de marché. Du coup, oui, moi, je crois en termes d'emploi. J'augmente en termes d'emploi. Mais si tu généralises ça, est-ce qu'il n'y aura pas des emplois détruits ? Moi, je pense que si. Encore une fois, sauf si tu penses que la demande augmente dans des proportions folles. Et par ailleurs, je ne suis pas d'accord, j'ai oublié son chiffre, mais le chiffre du rapport, mais je pense que tu as beaucoup plus de tâches que ça qui sont menacées. Mmh. Mais moi, ce que je trouve vraiment fou, c'est que non seulement il n'y a aucune prospective, genre on ne se demande pas quelles vont être les prochaines évolutions, ce qui semble vraiment être la base, mais en plus, il n'y a même pas une prise en compte des capacités actuelles des IA, quoi. Donc, parce que, tu vois, on a parlé d'intelligence artificielle générale, mais dans le scénario d'une intelligence artificielle générale, la définition de l'IA générale, c'est qu'elle est capable de faire tout ce qu'un humain est capable de faire. Sinon, on n'appelle pas ça une IA générale. Donc, dans les scénarios, et vraiment, l'IA générale, c'est le but de tous les gens de la tech. C'est ça vers quoi ils sont en train de courir. C'est pour ça qu'il y a 500 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. C'est pour ça que la France a dit 109 milliards de notre côté, etc., etc. Vraiment, tout le monde essaye de courir vers ça. Et avec une IA comme ça, par définition, tout peut être remplacé puisque justement, elle est capable de faire toutes les tâches. Et ça, c'est même pas mentionné, quoi. C'est hors de leur réflexion. Ça, c'est hors de leur cadre de réflexion. Ils y réfléchissent même pas. Mais je te dis, les études qu'ils citent, sur lesquelles ils s'appuient, il faut vérifier encore une fois, mais c'est des données pré-ChatGPT. Donc en fait, comme tu dis, ils considèrent même pas réellement l'IA générative.
Donc d'une part, je pense que l'instrument utilisé, ce type d'étude, c'est pas le bon pour étudier ça, et puis c'est trop tôt en termes de données. Et en plus, t'as pas, je pense, faire imaginer à des économistes l'effet de l'IA générale sur les emplois, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que, comme tu dis, la prospective, c'est pas un truc que les économistes aiment faire. Parce que dès que tu fais un truc de prospective, tu peux te tromper. Enfin, il y a une grosse probabilité qu'on se trompe. On essaie de réfléchir, on essaie d'imaginer le futur. Donc, il faut toujours, en économie, se fonder sur des données du passé. C'est la règle si tu veux être bien vu. Le souci, c'est que, imagine si on était en 1750, ok, on est en train d'avoir un podcast, et on parle de la future révolution industrielle. Et là, je te dis, oui, bah moi, je pense que pour essayer de voir l'effet de la révolution industrielle, je vais prendre des données de 1550. Tu me dirais, ben non, en fait. On voit bien que les données du passé, quand tu as une rupture majeure, un truc qu'on appelle non linéaire en économie, c'est pas possible de simplement se référer aux données du passé. Donc l'histoire apporte des enseignements, ça c'est sûr. Simplement, je pense qu'il faut, comme tu le fais d'ailleurs super bien dans tes podcasts, c'est réfléchir à la nature de cette innovation, qui est une innovation d'une forme nouvelle, qui pour le moment remplace des tâches cognitives et beaucoup plus que ce qu'ils disent à mon avis, et qui, si elle poursuit son rythme de développement, pourrait menacer vraiment l'emploi cognitif et manuel, comme on a dit avec les robots, humains. Et ça, c'est un cadre de pensée qui est trop... qui est un tel bouleversement que les économistes n'ont pas les cadres théoriques et ont peur d'y penser, en fait. Et d'ailleurs, quand tu es une économiste et que tu parles en ces termes, tu peux potentiellement te faire décrédibiliser parce qu'il faut toujours citer des études. Sauf que quand tu réfléchis à un futur où tout a changé, eh ben, tu ne peux pas réellement t'appuyer sur des données microéconomiques mais même de 2025, en fait. Tu réfléchis à un nouveau monde qui est sur le point d'arriver. Donc oui, toi et moi, on peut se tromper en discutant, mais je pense que c'est la façon à laquelle il faut réfléchir au monde du futur. Ça ne veut pas dire on oublie le passé, on ne regarde aucune donnée, on ne regarde pas l'histoire. Mais il faut essayer de comprendre que dans l'histoire du monde, il y a eu des ruptures. La révolution industrielle, c'était une rupture. Si on avait pensé avec le cadre économique, le cadre de pensée pré-révolution industrielle, ce qui était le cas parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, on ne pouvait pas imaginer les développements qu'il allait avoir. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Donc dès que tu essayes de réfléchir au monde du futur, on te ramène à un cadre qui, je pense, les outils des économistes classiques ne se prêtent pas bien à penser ce monde-là. Il faut de la prospective, il faut des gens comme toi qui réfléchissent au monde de demain sans être, je sais pas, contraints par des outils qui sont pas adaptés. Non, mais comme tu disais, cet aspect que peut-être bien qu'il y aura de nouvelles tâches qui sont créées, de nouveaux secteurs économiques, mais par définition, si c'est vraiment une IA générale qui est là, elle pourra aussi faire ses tâches. Sinon, c'est que c'est pas vraiment une IA générale, quoi. Exactement. Donc oui, ça change complètement par rapport aux anciennes révolutions industrielles. Et ça suffit pas juste de regarder ce qui s'est passé pour déterminer le futur. Ça me paraît évident, mais effectivement, il faut le rappeler, Oui, peut-être. et puis encore une fois, même quand on voit l'automatisation, la dernière vague avec les robots, les ordinateurs, etc., comme je te disais, il y a déjà des gens dont le salaire réel a baissé. Donc le niveau de vie a baissé. D'ailleurs, est-ce que avant, disons, une automatisation totale, tu penses qu'il y aura justement des effets sur le salaire des gens, sur les conditions de travail qui pourraient se dégrader ou s'améliorer, peut-être, je ne sais pas. Ouais, alors j'avais essayé de réfléchir à des scénarios possibles. Alors je pense qu'il pourrait y avoir, tu vois, une première phase où en fait, t'as pas vraiment de destruction d'emplois massifs, t'as pas de licenciement massif, donc c'est un truc qui passerait un peu sous les radars, un peu une automatisation silencieuse, on pourrait dire, mais où on aurait un effet un peu sur les salaires, tu vois, donc qui passerait un peu plus inaperçu. C'est-à-dire que tu pourrais avoir des gens qui sont non experts, qui n'ont pas les diplômes les plus hauts, mais qui, grâce à la technologie, pourraient rattraper le niveau de compétence des métiers plus élevés. Donc ça, c'est un exemple que prend un économiste qui s'appelle David Autor. Il dit, on peut imaginer qu'un infirmier ou une infirmière, si tu lui donnes le bon LLM ou une technologie un peu différente de diagnostic, puisse faire un diagnostic à la place limite d'une ou d'un médecin. Tu vois, et du coup, il y a peut-être une supervision à un moment par des médecins, mais tu as des gens qui peuvent
accéder à des expertises qui n'avaient pas via leur diplôme, en tout cas. Et donc ça, tu peux te dire, chouette, tu vois, c'est super. Ça veut dire que des gens qui n'ont pas de diplôme, ils vont accéder à des compétences autres. Super, c'est comme une démocratisation du savoir, génial et tout. Sauf que je trouve ça super dans l'idée, mais si on y réfléchit un peu sérieusement en termes économiques, est-ce qu'on pense qu'en fait, le salaire de l'infirmier et l'infirmière va monter vers le salaire de la médecin, du médecin, ou est-ce qu'en fait, c'est pas le salaire du médecin qui va baisser vers celui de l'infirmier? Tu vois, donc je pense que dans cette première phase, on pourrait avoir effectivement une forme de démocratisation du savoir sur des tâches complexes, mais peut-être encore limitées, comme on l'a dit, par les LLM actuels, et que du coup, tu pourrais avoir une baisse des salaires des tâches cognitives du haut vers le milieu, voire le bas de la distribution des salaires. Donc, ce que j'appelle une compression salariale du haut vers le bas. Donc, en France, en tout cas, on n'a pas le droit de baisser les salaires. Donc, ce serait plutôt des moindres croissances de salaire. Déjà, pendant le Covid, on a eu quand même une grosse perte de pouvoir d'achat avec l'inflation qui ça n'a jamais été rattrapée. Donc, on a déjà eu une baisse de salaire réel dans beaucoup de secteurs de l'économie. Donc, tu vois, une sorte du haut qui monte plus, ou pour les nouveaux recrutements, c'est par là que tu peux faire une baisse de salaire. Les nouveaux recrutements, tu les recrutes plus bas. Par exemple, je ne vais pas citer de grand cabinet de conseil, mais je suis un grand cabinet de conseil, je recrute un nouveau consultant, en fait, je vais le payer beaucoup moins parce que maintenant, je sais qu'un junior, il peut faire des tâches beaucoup plus rapidement, aussi bien qu'un associé, et puis donc en fait, je vais avoir moins d'associés, enfin, tu vois. Donc c'est une première phase que je dirais un peu d'automatisation silencieuse où tu as une compression des salaires du bas qui baisse grâce à cette montée en compétences, grâce à l'IA par les gens qui ont pas d'accès au diplôme. En soi, hein, ça paraît chouette, mais il faut réfléchir aux conséquences économiques derrière. Après, on pourra avoir une deuxième phase un peu plus compliquée. Donc là, c'est mon côté un petit peu sombre. Mais même en restant avec les LLM, hein, je ne parle même pas d'IA générale, mais où tu as une fraction vraiment importante des tâches cognitives qui sont automatisées, et tu as plein de métiers, en fait, qui voient leur travail démembré. D'accord? Un peu comme, en fait, avant, l'ouvrier, il construisait un produit total, tu vois. Il avait une forme de sens du travail, d'achèvement, d'autonomie sur sa gestion des choses, sa gestion de son travail. Et là, on aurait, de même que l'ouvrier a eu son travail démembré par la chaîne de montage, où je parle des usines, je le connais mal, mais dans l'idée, tu vois, c'est fractionné en petites tâches, c'est le Fordisme, pour aller plus vite, faire des gains de productivité, etc. Est-ce qu'on ne va pas avoir la même chose sur les tâches cognitives? C'est-à-dire que tu vas plus avoir, si je prends mon métier, tu vas plus avoir un économiste qui fait un peu tout, tu vas avoir un économiste qui fait une revue de littérature, un économiste qui supervise le code, pour le moment c'est quand même pas encore parfait, donc qui l'adapte, qui le réécrit, et un économiste qui supervise un peu, tu vois, une espèce de fractionnement, de démembrement de ton travail, comme on l'a eu pour les ouvriers au cours de la révolution industrielle avec la chaîne de montage. Donc un peu déjà, même sans parler de salaire, de quoi que ce soit, une perte de sens, une perte de satisfaction au travail, donc une dégradation de tes conditions de travail par ce fractionnement en micro-tâches. Voilà, donc ça, c'est une première possibilité, disons, qualitative un peu néfaste. Ensuite, tu pourrais avoir une baisse du nombre de travailleurs au total, au niveau macro-agrégé. Parce que si tu as de tels gains de productivité, et comme on l'a dit déjà plusieurs fois dans le podcast, que la demande, elle augmente pas, tu vas avoir une baisse du nombre de postes. Tu vois, on dit c'est super, un consultant, maintenant, il peut faire, j'ai aucune idée des chiffres, mais disons 15 présentations commerciales par jour. Je vais recruter moins de consultants. Donc évidemment, pour le consultant qui est actuellement en emploi, il gagne en productivité, c'est très bien pour lui. Sauf que tu peux avoir une baisse du nombre de postes. D'ailleurs, je pense que les cabinets de conseil, les cabinets d'avocats, c'est les premiers endroits, à mon avis, où ce genre de choses va se matérialiser. Donc baisse du nombre de postes. Comme on a dit, potentiellement une moindre croissance des salaires, parce que du coup, les compétences sont un peu dégradées, vu que tu peux t'assister par l'IA. On te dit, en fait, j'ai peut-être pas besoin de recruter un juriste génial. Tu vois, je prends quelqu'un, peut-être toi et moi, on pourrait peut-être j'en sais rien, on pourrait peut-être le faire, tu vois, en sachant un peu réfléchir, pourquoi pas. Donc ça dégrade le pouvoir du diplôme, et quand tu dégrades les pouvoirs du diplôme, tu dégrades souvent les salaires. Donc voilà, on pourra avoir une deuxième phase, tout ça c'est prospective, où ça commence à se voir. Donc
baisse du niveau d'emploi, tu pourrais avoir des licenciements plus massifs. Tu vois, on voit qu'il y a déjà des entreprises. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours un peu déclaratif. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de parler aux actionnaires quand, à l'heure actuelle, ils annoncent des licenciements liés à l'IA? On ne sait pas. Mais au bout d'un certain moment, une fois que les agents sont déployés, que les organisations ont été modifiées, les processus modifiés pour mettre en place tous ces agents IA, par exemple, bah, tu pourras avoir des vagues de licenciements massifs. Donc, on va commencer à le voir. Et là, on s'ouvre le futur et les choix politiques, je pense. Dans cette phase-là, tu risques, si on fait rien, si on manifeste pas, une phase de paupérisation, enfin de gens qui deviennent plus pauvres parce qu'ils sont au chômage ou parce que leurs salaires ont baissé. Donc une phase de paupérisation de la population. Ensuite, on débouche sur un peu un inconnu, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on va réagir? Est-ce qu'il va y avoir des choix politiques? Mais en fait, les choix politiques, ils vont être impulsés que si nous, on arrive à s'organiser en tant que travailleurs. Le problème, c'est que si on se retrouve au chômage trop vite, on est des travailleurs sans syndicat. Tu vois, donc, il faudrait des syndicats qui puissent accéder à ces gens-là. Déjà, quand même, les populations qui vont être, je pense, frappées les premières par les LLM, tels que ChatGPT, ça va être les cadres. Les cadres, ils sont très peu syndicalisés. Tu vois, quand on parlait de désindustrialisation, de perte d'emploi dans les usines, il y avait quand même des syndicats qui étaient puissants. Et tu avais aussi la possibilité de faire grève, d'interrompre le processus de production. Là, on est dans une situation où c'est les cadres qui vont être les plus menacés. Ils sont peu syndicalisés, ils n'ont pas l'habitude, c'est pas leur culture. Tu vois, on associe ça vraiment à un truc un peu du passé. Pas moi personnellement, mais tu vois, tu n'imagines pas les avocats syndiqués, les consultants syndiqués, tu vois. Donc c'est un peu un truc, la culture du passé, culture ouvrière, etc. Donc peu syndiqué, peu organisé. Et en plus, à partir du moment où tu es vachement facilement remplaçable par un LLM, si tu dis je travaille pas aujourd'hui, ils vont te dire ah ok, travaille pas aujourd'hui, on va mettre un LLM à ta place. Donc on perd un peu notre pouvoir de négociation. Donc en fait, je trouve que c'est là aussi où il y a une nécessité à anticiper les choses, c'est que c'est maintenant que les travailleurs ont encore un pouvoir de négociation. C'est maintenant qu'il faut s'organiser, recourir aux syndicats qui existent. Ces syndicats, ils existent. C'est juste qu'il y a peu de gens qui payent une cotisation et qui se sentent appartenir à un groupe collectif. Mais c'est maintenant, tant qu'on a encore un pouvoir, parce qu'on n'est pas remplacé pour le moment, c'est très à la marge quand même. C'est maintenant qu'il faut essayer de s'organiser et au-delà du syndicat, les pouvoirs politiques, quoi. Parce que imagine, on arrive vraiment à l'IA générale. Donc, ok, on est dans la spéculation et tout, mais je trouve que c'est notre responsabilité de penser à ça. Si on arrive dans un scénario comme ça, où le travail humain devient quasiment obsolète, encore une fois, si le coût de la machine passe sous le coût de subsistance de l'humain, on devient obsolète. Ils sont aussi bons que nous, moins chers que nous. Qui va nous embaucher? Personne. Okay. Là, qu'est-ce qui se passe? Le travail humain perd sa fonction qu'il a quand même pas toujours eu, mais au moins depuis la révolution industrielle, le travail humain salarié, j'entends, perd sa fonction régulatrice, sa fonction de cœur de l'économie et de cœur de la protection sociale. Donc il va falloir redistribuer si on veut que la plupart des humains survivent. Et c'est là où on entre dans un choix politique. C'est-à-dire, si on a eu cette phase de paupérisation, chômage, baisse des salaires, machin, que ça se poursuit, on a une phase où en fait les entreprises algorithmiques, on va les appeler, deviennent surpuissantes, ont des rentes énormes. Elles peuvent peut-être juste vendre leurs produits à 20% de la population et 80% se paupérisent totalement. On peut aussi avoir, encore une fois, Anton Corinette qui réfléchit sérieusement à ça, qui nous dit ils n'ont peut-être même pas besoin de demande en fait. Parce que tu peux avoir une boucle auto-entretenue de robots qui produisent pour des robots. Il fait un modèle théorique comme ça assez marrant. Parce qu'un argument qu'on avance souvent, c'est oui, mais ce truc de disparition du travail humain, il y a une limite, c'est quand même la demande. Et une économie où il n'y a pas de demande parce que tout le monde est pauvre, même les entreprises algorithmiques, elles ont envie qu'on ait du pouvoir d'achat pour pouvoir vendre leurs produits-services. Et lui, il dit, on pourrait imaginer une économie robots produisent pour les robots. Bon, là, ça paraît la science-fiction, mais tout ça pour dire que tu pourrais avoir une limite par la demande où ils se sentent obligés de nous redistribuer un truc minimal, faire un peu penser au truc de Sam Altman qui a peut-être un peu anticipé ça quelque part avec son revenu universel. Soit c'est un truc philanthropique génial, soit il est un peu plus malin que les autres et il voit que si on poursuit le truc macro, il va avoir besoin d'une demande. Mais ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que on voit
à travers cet exemple. Donc Sam Altman, hein, c'est le dirigeant de OpenAI, qui est donc l'entreprise derrière ChatGPT, et il a mené toute une expérimentation avec le revenu universel, où justement il a expérimenté ça dans plusieurs zones aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, déjà lui ici, il expérimente ça. C'est bien qu'il s'attend à ce qu'il y ait des petits impacts sur le marché de l'emploi, hein, sinon il ne le ferait pas. Et au-delà de Sam Altman, c'est aussi le cas des autres géants de la tech. Par exemple, récemment, il y a Dario Amodei, qui est le PDG de Anthropic, donc qui est aussi un des laboratoires concurrents d'OpenAI, parmi les entreprises les plus performantes en intelligence artificielle. Et lui, il a carrément décrit que ça allait être un bain de sang sur le marché de l'emploi. Donc, les géants de la tech sont au courant de ce qu'ils sont en train de faire, quoi. C'est pas, c'est leur but, à quelque part. Ouais, c'est clair. En fait, quand le PDG d'Anthropic, donc qui est l'entreprise qui a Claude, qui est un autre LLM concurrent de ChatGPT, a dit ça, il a dit il y a 50% des juniors, des postes de juniors qui vont disparaître d'ici 2 à 5 ans. On pourrait se retrouver avec 10 à 20% de chômage aux États-Unis, sachant qu'aux États-Unis, tu as un taux de chômage hyper bas, genre 4%. Donc 10-20%, c'est énorme. Transposé à la France, ce serait, je sais pas, 20-30% de chômage, tu vois, enfin, en termes d'augmentation, quoi. Donc, ils disent ça. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, quand ils annoncent des choses comme ça, il y a une part de... ils parlent à leurs actionnaires aussi, tu vois. Ils veulent dire, on va avoir un impact énorme sur la société. Donc, moi, je pense que ça va avoir un impact énorme. Mais je veux dire, leur déclaration, il y a toujours un côté biaisé par quel est leur intérêt de dire que leur techno, elle est géniale. Et si elle est géniale, c'est qu'elle remplace des humains, hein, parce qu'on est bien d'accord là-dessus, de leur point de vue. Hein. Et du coup, ça veut dire qu'ils savent que ça va avoir un impact. Après, je ne sais pas s'il faut les croire sur les chiffres à court terme. En tout cas, je pense qu'il faut tout faire pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais par contre, pour en revenir à Sam Altman, je pense qu'effectivement, ça montre... Parce que là, c'est pas seulement une opération de communication, tu vois, son truc de revenu universel, son expérimentation, c'est que je pense qu'il s'est peut-être dit, effectivement, on va avoir un problème de demande, il faut quand même qu'on vende à des gens, et si beaucoup de gens ont perdu leur emploi, il faut qu'on leur donne un moyen de subsistance pour qu'ils achètent nos produits, c'est quoi le revenu universel? Et effectivement, donc dans un scénario un peu plus... utopiste, on n'aurait pas simplement un revenu de subsistance tout pourri pour pouvoir payer leurs produits, mais on pourrait imaginer. Mais ça demande une action politique, une action collective via les syndicats ou via de nouvelles formes d'organisation en fait, à laquelle on n'a pas encore pensé, ou une symbiose entre toutes celles qui existent, pour exiger en fait un prélèvement sur leur rente. Tu vois. Et quand on parlait tout à l'heure simplement de concentration, ce qui existe actuellement, où ils monopolisent une grosse partie de la valeur, ça va aller en s'accentuant beaucoup. Donc, il faudra, si on a en même temps une baisse du travail humain, il va falloir redistribuer. Donc, il va falloir le prélever quelque part. Donc, tu vois, on repense à... Moi, je ne sais pas si tu avais suivi les élections françaises à l'époque, mais on a eu Benoît Hamon qui parlait d'une taxe sur les robots. Tu vois, il était assez visionnaire. Taxe sur les robots, taxe sur les tokens, je ne sais pas. Mais en tout cas, une taxe sur cette valeur algorithmique qui sera générée par les modèles, qui seront insérés partout dans l'économie, où en fait, les LLM vont devenir une forme d'infrastructure intellectuelle. Tu vois. Et quand on pense à l'électricité, tu vois, tu as beaucoup d'arguments pour réguler l'électricité. Parce que si tu coupes l'électricité, en fait, tu bloques tellement la société que c'est quelque chose qui est vachement encadré. De même, les LLM devraient être considérés dans le futur comme une infrastructure publique et être encadrés. Et de la même façon, si toute ta valeur, elle vient d'un oligopole cognitif où ils ont tous fusionné ensemble, comme on disait, la chaîne verticale, imagine le monstre Nvidia plus Microsoft plus OpenAI, tu vois, ils ont la main mise sur toutes les ressources liées à l'IA, et il va falloir les taxer. Le problème qu'on a, c'est que si on les laisse arriver à un tel niveau de pouvoir, on voit bien après comment ces entreprises, elles sont capables d'influencer les élections, de nous détourner vers des gens qui, en fait, vont pas faire prendre des décisions dans notre intérêt. Enfin, tu vois, on pense à Donald Trump. Il a quand même été élu pour répondre à un vrai problème, qui est que les démocrates s'étaient désintéressés des pertes d'emplois industriels. Enfin, ça, c'est ma lecture des choses. Ils s'occupaient d'autres choses, tu vois, d'émancipation individuelle, ce qui est super, mais ils ont un peu oublié l'aspect paupérisation, l'aspect
l'aspect, en fait, la gauche de base, tu vois. Et donc, Donald Trump est arrivé en disant je vais redonner du travail à l'industrie, aux ouvriers, etc. Mais au final, on voit bien qu'il fait des coupes budgétaires et qu'il coupe les impôts pour les grandes entreprises. Donc, tout ça pour dire que si tu as des entreprises, cet oligopole cognitif qui a trop de pouvoir, ça va être encore plus difficile pour nous. Quand je dis nous, c'est les gens qui font pas partie du capital de ces entreprises, de nous organiser et de résister, en fait. Donc, ils vont peut-être nous donner un minimum pour qu'on survive, mais est-ce que ce sera satisfaisant, tu vois? Et c'est ça qui fait un peu peur. Moi, j'aimerais lire 2 extraits que j'ai sélectionnés de tes articles qui, je trouve, présentent vraiment bien ce scénario. Donc, dans un de ces articles, tu dis, je cite, « Au-delà de l'économie, les fondements du système démocratique pourraient être ébranlés. Le danger ne serait pas seulement l'inégalité entre travailleurs, mais la constitution d'un abîme structurel entre une masse sans emploi et une élite concentrant les profits de l'IA. » Et le deuxième extrait que j'ai sélectionné, c'est l'émergence d'une intelligence artificielle générale poserait des enjeux de concentration et de puissance sans commune mesure. Le premier acteur à l'atteindre bénéficierait d'un avantage économique et stratégique écrasant, fondé sur une maîtrise totale des données, de la puissance de calcul et des ressources techniques. Cette domination absolue redéfinirait les rapports de force économiques et politiques. Oui, bon, c'est un ton un peu catastrophiste que j'ai eu, mais oui, en fait, l'idée, c'est de dire, si on atteint cette... Bon, pour prendre le deuxième extrait, si on atteint cette IA générale, en fait, on parlait tout à l'heure des boucles de rétroaction d'intelligence. Ça veut dire, j'ai un LLM, une fois que j'ai un LLM, j'ai plus de facilité à développer les suivants parce qu'ils m'aident au développement. C'est cette idée des IA qui s'améliorent elles-mêmes. Donc, on a déjà ça. Maintenant, imagine... si tu es une entreprise et que tu atteins l'IA générale, en fait, tu vas creuser un tel écart intellectuel avec tes concurrents que ça va être très difficile pour eux, s'ils n'arrivent pas en même temps que toi à l'IA générale, de te rattraper. Et ça va te donner un pouvoir énorme sur la société. Donc, c'est assez inquiétant parce que ce serait les questions de concentration et de concurrence. Pour le moment, comme je disais, on a de la concurrence, mais on s'interroge sur les évolutions que ça va avoir. Et à mon avis, on va aller vers un oligopole très fort, comme on l'a eu sur les plateformes numériques des années 2000, qui se sont énormément concentrées. Tu as une première phase où tu as vachement de concurrence, tout le monde dit ça va, et à un moment, tu as un retournement du marché, où en fait, celui qui était le premier entrant ou celui qui s'en tire le mieux peut bénéficier d'économies de réseau, de rendement d'échelle, etc. Donc, tous ces arguments sont a fortiori encore plus importants avec l'IA générale. Pour le premier passage, je pense qu'effectivement, si on arrive à cette IA générale, encore une fois, je ne sais pas si on va y arriver, mais si on y arrive, on pourrait vraiment se retrouver dans une société où le travail humain va être tellement dégradé, tellement dévalorisé, il va devenir marginal. Et donc, tu vas avoir un gouffre béant entre ceux qui bénéficient des profits des entreprises algorithmiques, enfin les actionnaires en gros, et la plupart de la population qui va se retrouver sans emploi ou avec des emplois très démembrés, très mal payés, très fractionnés ou avec un revenu de subsistance assez médiocre, tu vois. Et en fait, c'est plus tellement une question d'inégalité entre travailleurs. Enfin, déjà aujourd'hui, on a à la fois l'inégalité entre les travailleurs et les inégalités entre les travailleurs et une élite capitalistique, on va dire. Et en fait, on revient un peu à une lecture marxiste des choses, tu vois, en réalité. Et on a l'impression que si on arrive à l'IA générale, ça va être un peu comme si l'IA générale arrachait son masque au capitalisme. C'est-à-dire que tout ce qui est un peu caché maintenant, parce que c'est sûr qu'on a connu beaucoup d'augmentations salariales, plus de bien-être, en tout cas dans nos économies, l'accès aux soins, etc. Donc ça cachait un peu le gouffre qui existe entre les détenteurs du capital et les travailleurs. Mais si on passe à cette IA générale, ça va révéler cette inégalité originelle de façon beaucoup plus importante parce qu'on va avoir ces détenteurs de capital d'entreprises algorithmiques qui vont être riches dans des proportions qu'on n'imagine pas et nous, on va se paupériser énormément. Et encore une fois, comme je disais, ils vont peut-être nous donner un petit revenu de subsistance pour qu'on continue à acheter ou une autre possibilité, c'est que le nombre d'humains va baisser.
Parce que quand tu as des périodes de paupérisation, en fait, tu fais moins d'enfants ou les enfants meurent, etc. Et le nombre d'humains baisse. C'est une autre possibilité si on est dans ce scénario-là. Donc, encore une fois, dans un scénario noir, on n'a pas eu une résistance des travailleurs au pouvoir algorithmique, disons. On serait dans une phase de prolétariat généralisé, tu vois, mais des choses qui se verraient comme ça se voyait au temps de l'usine, tu vois, où les gens, aux premières heures de la révolution industrielle, travaillaient dans des conditions dégradées. Mais encore, ils avaient un travail, mais c'était assez monstrueux, tu vois. Et là, on serait un peu dans cette phase-là où, en plus, on n'aurait pas vraiment de travail, on n'aurait que ce revenu qui nous serait donné. Mais encore une fois, c'est un scénario catastrophe si on est à l'IA générale et si on n'a pas une prise de conscience politique. Et après, il y a aussi l'aspect où si ces gens nous donnent un revenu universel, ils restent en maîtrise totale de la société. C'est-à-dire qu'on voit déjà aujourd'hui que le pouvoir économique donne un pouvoir politique qui est absolument énorme. Sauf que là, on atteint un niveau qui est encore stratosphériquement plus élevé qu'aujourd'hui, où, en fait, tous les moyens d'action qu'on a eus jusqu'ici pour s'opposer à certaines mesures, certaines dictatures, etc., deviendraient totalement inopérants. Par exemple, les grèves, qui ont été un moyen d'action historique, il n'y a plus de grèves puisqu'on ne travaille plus. Les révoltes armées ou je ne sais pas quoi, si tout est automatisé, l'armée aussi est automatisée. Moi, je vais pas m'amuser avec un lance-pierre à aller combattre les millions d'armées de drones, de je sais pas quoi qu'ils auront développé. Donc il y a un aspect où, au-delà de cette concentration des pouvoirs qui pourrait être inimaginable par rapport à ce qu'on a maintenant qui est déjà pas fou, il y a aussi un aspect de verrouillage, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive dans une société où c'est vraiment eux qui dirigent et il n'y a plus aucun moyen de sortir de cette société. Là où avant on a pu faire des révoltes contre les tyrans, contre ceux qui avaient le pouvoir, etc. Là on serait vraiment verrouillé à tout jamais dans cette société avec une impossibilité d'en sortir. Ouais, complètement. C'est un scénario hyper catastrophe, hyper noir, mais effectivement, si on arrive dans ce monde-là, on a, en fait, ce que je te disais, c'est comme si le capitalisme révélait vraiment son vrai visage, où là, on est dans un capitalisme aménagé, où en fait, on en profite quand même un peu, enfin, la plupart des gens en profitent, mais là, on se retrouverait vraiment dans l'essence du capitalisme mise à nu, où on verrait le gouffre entre nous et ces gens qui auraient tout le pouvoir. Donc, si effectivement c'est eux qui nous versent un revenu universel comme une forme de mendicité, ce serait un scénario catastrophe. Ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est essayer d'anticiper en amont et que ce soit quelque chose qu'on obtienne politiquement, c'est-à-dire que D'où l'importance de la prospective et de ne pas écrire des rapports comme ça au président. En vrai, c'est quand même terrible que Emmanuel Macron, ça soit ça qu'il ait reçu plutôt qu'une discussion telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Ça veut dire que vraiment les politiques, ils vont pas se préparer à ce genre de scénario. Puis si on veut éviter le genre de scénario négatif qu'on fait, dont on parle maintenant, il faut vraiment s'y préparer avec justement beaucoup plus de prospective. Mais c'est pas la direction qu'on prend. Et puis quand on voit la concentration du pouvoir que commencent à avoir ces acteurs qui est de plus en plus grande et finalement il y a assez peu d'actions à la contre, j'espère qu'on va pouvoir agir à temps. Ça fait assez peur. Et puis, comme tu dis, en fait, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que c'est maintenant qu'on a encore des pouvoirs d'action parce qu'on n'est pas trop pauvre, on travaille encore, donc on fait encore partie du système. Ils ont encore besoin de notre travail et de notre adhésion. Parce que, encore une fois, la première façon de s'opposer dans un système capitaliste, c'est j'arrête de travailler et ça te fait une perte de profit. Mais si on est déjà remplacé, on dit oui, de toute façon, tu travailles pas pour moi, fais ce que tu veux. Et là, on bascule dans c'est exactement ce que tu as évoqué. La seule façon, ça va devenir la violence physique. Et moi, j'aimerais aller encore plus loin parce que je pense que ça, c'est si tout va bien. En fait, là, je pense qu'on part du principe que ces géants de la technologie vont pouvoir gérer les intelligences artificielles et vont pouvoir, les contrôler de sorte à manipuler le reste de la population. Mais par défaut, si vraiment ils créent des intelligences artificielles plus intelligentes qu'eux, en tout cas, le consensus aujourd'hui en sécurité de l'IA, c'est qu'on n'a aucune idée de comment faire pour que ces IA respectent les intentions de leurs créateurs. Donc potentiellement, plus qu'une économie totalement automatisée entre leurs mains, on devrait presque imaginer une sorte d'économie qui est, désalignée d'eux-mêmes, qu'ils n'arrivent plus à contrôler et puis qui se gèrent elles-mêmes à quelque part vers la direction où elles souhaitent aller presque.
Ah oui, complètement. Bah, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, des IA qui arrivent à se libérer de leurs gardiens humains et qui sont capables d'avoir... bon, on est dans un scénario un peu de science-fiction, mais est-ce que c'est possible? Oui, j'imagine que ce serait possible qu'ils se libèrent même du PDG de Anthropic et de OpenAI et qu'ils fassent leur vie et qu'ils aient plus besoin de nous, hein. Et on se retrouve un peu dans les scénarios dont je parlais là, de Anton Corinec avec une économie des robots pour les robots, quoi. Mhm. Et ça, qu'est-ce que ça donne pour les humains? Je sais pas. Et c'est vrai que, tu vois, pour revenir à la discussion sur les pouvoirs publics, enfin, les hommes politiques, hommes et femmes politiques en général, ils ont du mal à faire de la prospective, surtout quand c'est des choses négatives. Parce qu'en fait, quand tu dis les choses que toi et moi, on dit ou qu'on évoque, on ne sait pas ce qui va se passer, on évoque des possibilités. Quand c'est des choses négatives, bah, ils n'aiment pas ça. Parce qu'en fait, tu ne te fais pas élire en disant oh là là, les LLM, ça va peut-être détruire des emplois, attention. Et puis l'IA générale, ouh là là, il peut y avoir des gros problèmes. En fait, si tu dis ça, tu te fais pas élire. Tu te fais élire quand tu dis voilà comment j'envisage le futur, ça va être super, il va y avoir des gains de productivité. Donc il y a une espèce d'impossibilité, je trouve, structurelle dans notre système politique à parler de ces questions. Parce que si tu parles de ces questions juste en y réfléchissant, et quand on réfléchit aux choses, contrairement au rapport qui a été remis à Emmanuel Macron, il faut aussi envisager les choses qui ont des probabilités extrêmes et qui sont négatives, tu vois. Il faut quand même, ça c'est Black Swan, tu vois, ce que tu viens ce que tu viens de mentionner, c'est vraiment un risque existentiel pour l'humanité. Donc moi je ne sais pas de combien elle est cette probabilité. Imaginons, elle est peut-être de plus, mais imaginons qu'elle soit même de 2%. En fait, quand tu penses que tu as 2% de chances que ton avion il s'écrase, bon, bah, peut-être que tu parles demain ou tu vas en train. Bon, d'ailleurs, il vaut mieux pas prendre l'avion, mais enfin, tu vois l'idée. Et du coup, tu as un problème dans l'organisation politique qui fait que, d'une part, je te dis, d'un point de vue, quand tu es économiste ou je ne sais quoi, un peu sérieux, tu dois être sérieux. Parler de prospective, c'est tendre le bâton pour te faire ridiculiser. Donc, on ne le fait pas, parce que ce n'est pas dans notre intérêt professionnel. Et deuxièmement, dans l'intérêt des politiques, bah, ils n'ont pas intérêt à faire ça. Tu vois, même des hommes politiques qui s'intéressent aux destructions d'emplois, tu vois, ce genre de positionnement-là, comme c'est pas matérialisé, qu'est-ce qu'ils vont aller faire peur? Bah, personne ne va voter pour eux, en fait. Tu vois? Donc, je pense que la façon de faire, ce serait d'essayer d'envisager un monde positif, tu vois, le scénario utopiste dont je parlais, où on arrive à taxer ces entreprises et à redistribuer et à se libérer du travail salarié en pouvant jouir de toutes les choses que l'IA peut apporter sur la médecine, etc. Tu vois, le truc totalement utopiste. Donc si tu avais un homme ou une femme politique qui portait ce discours, ça pourrait marcher, sauf qu'en fait, les gens aujourd'hui, bah, ils réfléchissent plutôt à il y a eu de l'inflation, j'ai pas de quoi manger, etc. Donc si tu vas leur parler d'IA générale, disent mais en fait de quoi tu me parles? Donc il faudrait vraiment que on ait déjà des effets économiques négatifs de l'IA pour qu'on commence à s'y intéresser. Et ensuite, il faudrait que il y ait des hommes ou femmes politiques qui soient un peu capables de dire des choses négatives, mais d'imaginer un futur positif ensemble pour galvaniser un peu les gens, tu vois, inviter à une forme de résistance. Parce que pour le moment, comme on voit rien, voilà, tu lis le rapport qui a été remis à Macron et tu te dis bon bah il y a pas de problème. Moi je l'entends tout le temps ça. Quand je mets un truc sur LinkedIn, on me répond toujours oui mais les économistes ils disent qu'il n'y a pas de problème. Je dis mais vos données elles datent de quand? Alors, je pose juste la question. Je dis est-ce que vous avez des données plus récentes post-ChatGPT? Non, même ça. Et encore une fois, hein, même je pense que si on prenait des données d'aujourd'hui, ça suffirait pas, c'est trop tôt. Mais en plus, les données sont avant. Enfin, de quoi on parle en fait? Donc leur demander de réfléchir, de prendre un risque, un positionnement intellectuel, de penser au monde de demain, de se ridiculiser potentiellement. Tu vois ce qu'on vient de dire? Ils ont peur de dire ça parce que c'est science-fiction, on va se moquer de nous. Donc non, c'est pas adapté. Et c'est à ces gens-là qu'on demande conseil pour le moment. Il y a une question qui revient très régulièrement lorsqu'on aborde cette question de l'intelligence artificielle et de l'emploi, c'est qu'est-ce que je peux faire à titre individuel? Est-ce que les études que sont en train de suivre mes enfants ont encore un sens? Est-ce que je dois développer certaines compétences ou je sais pas quoi? Mais clairement, avec les scénarios dont on a parlé là, j'ai l'impression que la solution, elle peut être que collective, on est d'accord? Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que la solution, elle peut être que collective à long terme. Après, à moyen terme, il y a des tâches qui sont plus ou moins, donc des métiers qui sont plus ou moins Ne menacés que devenez d'autres. pas traducteur. Bah voilà, je sais pas si je conseillerais à un enfant là de se lancer dans cette carrière. Tu vois, c'est sûr que c'est peut-être pas
La carrière la plus porteuse, je pense que pour le moment, ce qui est préservé, c'est tout ce qui est incarné. Tu vois, les métiers du soin. D'ailleurs, j'ai vu un épisode où une personne interrogeait Geoffrey Hinton, Ah donc, oui, qui est un des autres pères de l'intelligence artificielle, prix Turing, donc prix Nobel en ouais. informatique, prix Nobel. Enfin, le mec, c'est une calibre pas possible. Et il lui demandait justement précisément cette question, qu'est-ce que vous feriez en tant qu'individu? Et lui, il me dit, première chose que je ferais, c'est plombier. Plombier, bah ouais. J'ai trouvé ça très marrant. Bah, ouais. Que le conseil de carrière d'un C'est des gens ça. les plus intelligents au monde, ce Bah, en soit fait, il faut que devenir ce de soit plombier. un métier physique pour le moment et qui soit difficilement remplaçable par un robot. Parce qu'effectivement, plombier, ça demande vachement de réflexion, tu vois, et ça demande vachement d'improvisation. Ce qu'on a dit pour le moment que les LLM savent quand même imparfaitement gérer. Donc, oui, c'est un des métiers. Et puis, les métiers du soin, tu vois, pour le moment, on n'a pas des robots qui sont capables de s'occuper vraiment d'une personne âgée ou faire une prise de sang, peut-être, tu vois, déjà, ça commence à être. Et l'autre chose que tu évoquais, les trucs psy, dans l'empathie, peut-être que on a quand même besoin d'un contact humain pour soigner certaines blessures psy, tu vois, ce genre de choses. Peut-être que c'est ça que je conseillerais. Mais après, je pense que la solution, elle est collective. En fait, il faut se saisir de cette question. Et tu as un prix Nobel d'économie qui s'appelle Acemoglu, qui dit vachement ça. Il dit en fait, les technologies, après, il y a des choix politiques. Et il faut pas tomber dans un déterminisme, un fatalisme technologique et dire on peut rien faire. Donc il faut essayer à notre échelle, quoi, de réorienter des choix politiques, de voter pour les bonnes personnes. Mais bon, encore une fois, comme personne ne parle de ça, Ouais. c'est difficile. En tout cas, moi, les deux choses qui me paraissent les plus évidentes à faire d'un point de vue collectif, c'est d'une part investir massivement dans la sécurité de l'intelligence artificielle, faire en sorte qu'on sache comment contrôler ces technologies, qu'elles ne nous échappent pas à notre contrôle. Et puis aussi sur l'aspect démocratique, quoi. Comment faire en sorte pour casser ces oligopoles qu'on voit se matérialiser et puis faire en sorte que les choix technologiques, le futur de l'humanité reviennent à l'humanité et pas à seulement quelques acteurs. Ça me paraît vraiment être les deux choses majoritaires à faire. Et oui, j'espère qu'il y aura des choses dans ce sens dans le futur. J'aimerais, avant de terminer, qu'on revienne sur 3 objections qu'on entend très souvent. Ce que je te propose, c'est que je te dis chacune des objections, et puis en quelques phrases, tu me démontres l'objection. Ok, En je vrai, vais essayer. avec tout ce qu'on a dit, je pense que ça va être très facile. D'accord. Tu me diras ce que tu en penses. D'ailleurs, la première est aussi présente dans la parole de beaucoup d'économistes et typiquement dans le rapport. C'est cette idée autour des tâches. Donc, l'IA ne va pas remplacer des emplois, mais des tâches. Alors, c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut réfléchir sous forme de tâches. Simplement, au bout d'un moment, quand tu remplaces trop de tâches, tu remplaces des métiers déjà, et même si tu remplaces pas des métiers, tu vas menacer un nombre d'emplois. D'accord? Donc, si tu fais beaucoup plus vite certaines tâches, que tu gagnes en productivité et que la demande n'augmente pas, tu supprimes un certain nombre de postes. Je repense à un économiste américain très connu qui témoignait devant le Congrès et qui dit, il prend l'exemple des radiologues, il dit, voilà, il y a 26 tâches du radiologue, et il n'y en a que 25 qui sont automatisables. Sauf que la tâche la plus automatisable, c'est la lecture des radios. Et du coup, moi, je peux être radiologue. Toi, tu peux être radiologue. Et un radiologue va pouvoir faire combien d'actes d'imagerie? Donc, tu as un problème du coup, les compétences actuelles du radiologue, qui est quand même médical, savoir lire une radio, machin, l'essence du boulot disparaît. Premier point. Et deuxième point, le nombre de postes drastiquement réduit. Donc, qu'est-ce que c'est de dire ça? Bon, d'accord, mais c'est pas une IA qui va remplacer ton métier. C'est un humain qui utilise une IA. Oui, sauf que... Deuxième objection. Ouais, alors, l'humain qui utilise l'IA, il va pouvoir faire un nombre d'actes d'imagerie énorme. Ok, donc, au lieu d'avoir, encore une fois, j'invente les chiffres, hein, au lieu d'avoir 100 radiologues, je vais en avoir 2 qui vont être des superviseurs d'IA. Est-ce que ce sera encore des radiologues au sens où on l'entend? Pas vraiment. Bon, il faudra peut-être avoir quand même des connaissances médicales. Et peut-être qu'ils vont pouvoir mettre l'accent sur la communication aux patients, l'empathie, etc. Ça, c'est super. Mais en termes de nombre de postes et d'essence du job, c'est plus du tout la même chose. Et finalement, troisième objection qu'on entend très souvent, c'est le fait que, ok,
mais quand même, les humains pourront être durablement complémentaires des intelligences artificielles au travail, et notamment si, par exemple, on se met des puces dans le cerveau, qu'on s'augmente génétiquement, qu'on va devenir des sortes de super-humains, là, c'est tout bon. Comme ça, on sera bien compétitif face aux IA. Bien boosté. Oui, je veux dire, techniquement, oui. C'est-à-dire que si tu prends toutes les tâches qui existent dans le monde possibles, et tu mets les nouvelles tâches dans cette distribution, tu les classes de la moins complexe à la plus complexe. Si on a une intelligence générale, tu rajoutes des tâches de plus en plus complexes là, sur la droite, l'IA générale, elle les fait. D'accord? Donc, tu as des nouvelles tâches qui émergent, l'IA générale, elle les fait. Donc, la seule façon, effectivement, de pouvoir rivaliser, c'est un peu l'hypothèse transhumaniste, quoi. C'est je me mets une puce dans le cerveau pour être plus intelligent. Donc, oui, c'est clair. Après, est-ce que j'ai envie de faire ça dans un monde où, comme on l'évoquait, les entreprises algorithmiques, elles vont être toutes puissantes dans notre scénario catastrophe, elles vont avoir toutes mes données. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, on est dans un roman de science-fiction des années 70, tu vois. Est-ce que si ma seule façon d'avoir un emploi, c'est de m'implanter une puce et que le futur OpenAI, je ne sais pas comment il s'appellera, ait accès à toutes mes données, après, je ne sais pas comment ça se traitera et ce qu'il pourra en faire, mais à énormément de données physiques, tu vois. Et c'est la seule façon pour moi d'avoir un emploi. Est-ce que je vais vraiment vouloir... Enfin, ça crée une espèce de... Pour survivre, je vais être obligée de faire ça. Donc évidemment, peut-être que certaines personnes vont être contraintes de le faire, mais peut-être que d'autres vont renoncer et tomber dans une espèce d'économie souterraine. Ça veut dire que tous ceux qui vont pas se mettre des puces dans le cerveau se retrouveraient complètement marginalisés. Puis il y a aussi un aspect juste de temporalité, quoi. C'est-à-dire que là, les scénarios dont on a parlé, par exemple, les AI 2027, ils prévoient une intelligence artificielle générale pour 2027-2028. Bon, c'est tôt, mais... Même Yann Lequin, par exemple, qui fait partie des plus pessimistes, dit maintenant 5 à 10 ans, quoi. Ah, il dit 5 à 10 ans maintenant. Ouais. Donc on n'aura pas du tout le temps de développer des puces cérébrales ou je sais pas quoi avant. Enfin, en tout cas, il y a une probabilité que ce soit pas le cas. Ouais. Donc il y a cet aspect, il y a des marginalisés, il y a pas le temps. Et il y a un aspect aussi où, en fait, ça suffit pas à être compétitif avec une IA. C'est-à-dire qu'une IA, elle n'a pas toutes les limites biologiques qu'on a. Elle est capable, par exemple, de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans congé, sans rien. Un humain, même avec toutes les puces du cerveau dans le cerveau dans le monde, au moment, il faut dormir. Et une IA, elle peut réfléchir beaucoup plus vite que moi. Aujourd'hui, si je demande à ChatGPT de faire un poème, s'il écrit en tout cas 50 fois plus vite que moi. Et ça va être la même chose sur les autres tâches. Il y a la possibilité de le copier. Genre, une IA, tu fais copier-coller et c'est bon, tu as une armée d'1 million de travailleurs qui fait la tâche que tu as envie. Ouais. Un humain, avant d'avoir une armée d'1 million de travailleurs qui font ce que tu as envie, ça demande beaucoup de formation, c'est hyper compliqué. Donc même avec plein de puces, on ne sera jamais compétitif. Et le dernier truc, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire que si les entreprises technologiques ont accès à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on fait, c'est extrêmement dystopique. Et puis si on part dans des scénarios où l'IA échappe à notre contrôle, là, on a juste un dispositif qu'elle peut pirater à sa guise, potentiellement nous contrôler, enfin j'en sais rien, ce qui pourrait être imaginable. Mais en tout cas, faire reposer ses espoirs sur ce scénario-là me paraît vraiment, vraiment pas une bonne idée. Ouais, la seule limite que je vois peut-être, si on a le temps, c'est le coût de subsistance d'un robot. Tu vois, si on passe à l'automatisation des derniers métiers préservés manuels, la seule limite qu'il peut y avoir, c'est que ce sera peut-être plus coûteux pour les entreprises de créer des robots, tu vois, surtout avec les limites planétaires, les problèmes écologiques dramatiques qu'on a, qu'un humain. Tu vois, c'est un peu la seule limite que je vois si on arrive à l'intelligence générale. Tu vois, un robot, ça va être tellement cher à créer, ça va utiliser tellement de ressources, tandis que nous, on mange, on pollue aussi, hein, il faudra faire un coût analyse-bénéfice, mais t'as potentiellement cette limite, quoi. Et comme je l'ai mentionné en introduction, tu es fondatrice de l'Observatoire des emplois menacés et émergents. Est-ce que, en quelques mots, tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est et puis quel est votre but ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une organisation où on essaye de faire des études prospectives. Donc, pas simplement des études microéconomiques sur les données du passé. Donc, mon but, c'est qu'on essaie de réfléchir à l'avenir du travail
dans un monde où les systèmes IA se développent très vite. Donc pour le moment, vous pouvez aller voir sur le site, il y a beaucoup d'explications de ce que c'est qu'un LLM, qu'est-ce que c'est qu'un agent IA avec des petits codes en Python, etc. Et puis j'essaie de faire le lien avec le marché du travail, donc parce que je considère que pour essayer vraiment d'anticiper ce qui va être remplacé, il faut quand même comprendre la technologie un peu en détail. Donc voilà, l'idée c'est de faire des études prospectives sur l'avenir du travail. C'est génial. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de lire notamment les articles que vous avez écrits sur le site et je trouve ça vraiment génial. J'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices à aller consulter le site qui est très bien fait et très clair. Pour finir, j'aimerais te poser la dernière question, la question que je pose à tous mes invités. Si tu étais sur une scène avec l'humanité entière face à toi, un micro dans la main, et que tu pouvais transmettre un message à l'humanité entière pendant quelques minutes, qu'est-ce que tu dirais ? Eh ben, je pense que je dirais un peu ce qu'on a déjà dit ensemble. C'est-à-dire que on est à l'aube d'une révolution industrielle du savoir, donc un bouleversement majeur, et qu'en fait, c'est le moment de s'organiser et de résister. Voilà, un peu au sens marxiste. Donc voilà, c'est le genre de propos qui peuvent être un peu dévoyés, mais c'est le moment d'essayer de s'organiser pour que ces entreprises algorithmiques ne s'arrogent pas toute la valeur et qu'on puisse garder une place pour l'humain. Donc peut-être plus sous la forme d'emploi salarié, de travail salarié. Mais je pense qu'il faut essayer de réfléchir au monde de demain et de peut-être réinvestir le collectif. Les cadres ont un peu abandonné les syndicats en partie. Et il faudrait réinvestir ces outils-là et peut-être en inventer de nouveaux pour pouvoir se préparer au monde de demain et essayer d'oser faire de la prospective, oser se tromper, imaginer le monde de demain en peut-être se trompant, mais penser des scénarios qui peuvent être négatifs, qui peuvent paraître de la science-fiction, mais en fait c'est une préparation. Les gens négatifs se préparent toujours mieux pour le lendemain, et je pense que c'est le moment de penser des choses négatives pour pouvoir être prêt et peut-être se tromper et qu'on aura des avenirs radieux, et tant mieux. Mais penser collectif et prospective. Axel Arquier, merci. Merci Shaiman.